Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer, du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Vous écoutez notre 53e épisode, je suis Daniel Andreev et de l'autre côté de la montagne se trouve le chasseur alpin Stéphane Boulet, alias Plugin Baby, qui a survécu à l'Islande, c'est bien ça ? Exactement, j'ai survécu à l'Islande en hiver et même c'est assez décevant parce que j'ai eu beaucoup plus froid en revenant qu'en étant là-bas. Comment ça ? Il faisait tellement froid que... Bah non, en fait, l'Islande en hiver, il fait pas si froid que ça. C'est juste un temps spécial, aride. C'est juste un temps spécial et c'est surtout le vent. C'est-à-dire que le vent en Islande en hiver, ça décode vraiment zéro. Mais par contre, les températures descendaient pas très très bas. Et quand je suis revenu, c'était le moment de la vague de froid et je suis passé de environ 0,1 degré à moins 12, tu vois. Et ça m'a fait brutal. Je me suis baigné dans les sources chaudes, mais pas dans la mer. Voilà. Tu vois, faut pas déconner quand même. Oh, un volcan, on va plutôt aller de ce côté-là. C'est ça. Je suis ravi de t'avoir pour ce nouvel épisode, l'épisode 53, parce que plein de nouveautés, plein de nouvelles à annoncer. Oui, épisode, ma foi, fort chargé en surprises, en nouveautés, en retournement de situation même, j'ai envie de dire. On va dire d'abord l'évidence, c'est qu'on passe aux années 90. Exactement. Donc... on accepte vos listes des années 90, vous pouvez nous envoyer, vous savez comment ça se passe, 3 films par liste, un titre, et vous envoyez ça à supercinébattle@gmail.com. On en a reçu pas mal des gens qui ont un peu updaté leur liste, parce que les années 90, ça vous inspire beaucoup, même s'il y a 2-3 films qui sont très très demandés et qu'on va bien sûr pas faire. On va se les garder pour évidemment, on va se les garder. Non, on va commencer avec du lourd. Cet épisode, on va commencer avec 2-3 sujets récurrents. Et en fait, je me suis dit, quoi, on l'a pas fait ? Et donc, voilà, c'est ça. On va commencer comme ça. Mais attendez, on a encore plein de trucs à raconter avant. Donc, les films des années 90 à 99. D'ailleurs, on va encore avoir le cas d'un film qui est sorti juste à ce moment-là. Donc, je vais te demander ton avis. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle le cas d'école Roadhouse, c'est ça ? Voilà, c'est un Roadhouse, mais c'est le Roadhouse des années 2000. D'accord. En fait, non, j'en vois 2, en fait. On va parler des 2. Et puis, côté annonce, on remercie tous les gens qui ont déjà précommandé le bouquin. Oui, c'est fou. Vous savez même pas ce qu'il y a dedans. En fait, c'est un bouquin de pages vides. On vous l'a pas dit, mais il y a rien dedans. Il y a juste une couverture. On est les moins beaux commerciaux du monde. Oui, c'est un carnet de loisirs, c'est un cahier de vacances, ça se trouve, tu sais pas. Voilà, c'est un carnet de coloriage. Oubliez pas, c'est un prof. Hein. Qu'est-ce qu'il peut donner d'autre à part un cahier de vacances, quoi. Bah oui, voilà. Alors oui, c'est vrai que les gens nous ont demandé ce qu'il y a dans le bouquin. On peut le dire. C'est des listes qu'on a écrites nous-mêmes en pensant à tout ce qu'on pouvait pas vraiment faire dans ce podcast. En fait, voilà, l'idée c'est que on voulait pas faire le podcast en bouquin parce que déjà pour ceux qui nous écoutent, ça n'a pas vraiment d'intérêt et voilà, et surtout voilà, on s'est dit quel angle rigolo, débile, sérieux, peu importe, quel angle on pouvait choisir qui est plus facile à faire à l'écrit qu'à l'oral. Voilà, et du coup on est parti sur des listes de toute nature, j'ai envie de dire. Il y a des pages sérieuses, il y a des pages pas sérieuses, il y a des pages France, il y a des pages Japon, il y a des pages, beaucoup de pages, il y a quelques pages Asie quand même, il y a des pages communistes, il y a des pages nazies. Voilà, exactement, voilà, il y a tous les thèmes récurrents de l'émission. Il y a du sang, de la sueur, du sexe et de la bonne humeur, comme on dit. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et donc voilà, il sort le 11 avril aux éditions Duno. Il est disponible à toutes les réservations et puis vous pouvez aussi, on apprécie aussi, aller chez votre libraire favori. Voilà, c'est ça. Je réitère le message du dernier Parle à mon Luc. D'ailleurs, le dernier Parle à mon Luc sur Valérian
est sorti. Si vous avez envie On est désolé. Voilà. Si vous avez envie de découvrir le pouvoir de coercition de mon chat pour m'empêcher de souffrir, eh ben, je vous invite à écouter cet épisode. Tu l'as dressé, en fait. Oui, mais je pense qu'inconsciemment, j'ai dû le dresser pour me... Tu sais, il a dû percevoir des messages d'alerte et pour éteindre la télé à ce moment-là. Je ne vois pas d'autre explication. Mais voilà, je réitère le message, c'est-à-dire, de préférence, allez dans votre libraire pour commander le bouquin, ça vous coûtera pas plus cher, vu qu'il y a le prix unique du livre, et puis ça fera vivre des commerces qui sont les plupart du temps des commerces de vrais passionnés et de vrais gens qui s'y connaissent. Et les libraires méritent votre support, les gars. Oh là, putain, on est vraiment désengagés là, c'est pas possible. Bah oui. Et alors, il y a des gens qui nous ont dit, est-ce que vous allez faire des séances de dédicaces pour le lancement ? On est en train d'y penser. Et ce vers quoi on s'oriente, c'est... dans quel ordre on leur dit ? Bon, normalement, voilà. On croise les doigts, mais normalement, à l'heure où vous écoutez ce podcast, normalement, si vous tapez patreon.com/RPU, ça y est. Il existe, il est là. Vous pouvez nous soutenir. Alors, le podcast, il va rester pareil. Il va être gratuit. Gratuit, cousin, gratuit, sans pub. Voilà, sans pub, sans rien. Toujours la même chose, la même bonne humeur. Mais voilà, vous pouvez nous aider. Et j'ai pensé à pas mal de contreparties. Notamment Bernard Arnault qui a récupéré 550 millions la semaine dernière. Il sait pas quoi en faire. Voilà, Patreon, c'est une piste. S'il te plaît. S'il te plaît. Investis dans des petits entrepreneurs. Alors, à quoi ça va servir concrètement ? D'abord, améliorer le son pour certains de nos podcasts, parce que, surtout quand on a des invités, dès qu'on dépasse les 3, c'est le fiasco. Et on a pas mal d'idées de projets. Il y a 3, si je ne m'abuse, il y a 3 podcasts supplémentaires dans le Robotics Podcast Universe en projet, en fonction des paliers. Il y a des petits plus. Comment faire un meilleur Super Ciné Battle ? Il y aura des plus. Il y a des plus dans les paliers pour Super Ciné Battle. Si vous vouliez avoir une émission sur les années 60, ça y est, on a pensé à un format qui peut être intéressant. Donc ça aussi, c'est dans les paliers. Et puis aussi, ça va aider la logistique, puisque tu n'habites pas Paris et c'est ça. On a envie de faire un live. Voilà. L'autre nouvelle, voilà. C'est on travaille sur un live. On veut faire un live à la fin avril. Et on a une salle normalement qui va être bientôt réservée. Et on est en train de composer le programme. On peut vous dire, on est en train de se dire comment faire pour pas faire une redondance avec le podcast. Mais si vous nous faites confiance pour ce podcast, je pense que vous allez être content de voir ça en live. Voilà. Voilà, oui. C'est nouveau, voilà, c'est pareil, le live, on va essayer de pas faire comme d'habitude et de faire un truc qui tire parti du public et voilà. On va essayer de faire un truc qui soit sympa et instructif et plein de mauvaise foi surtout, parce qu'on est surtout là pour ça. Ouais, je pense que ça, il y aura beaucoup de ça. Donc voilà, patreon.com/RPU et allez voir, je vous dis pas ce qu'il y a parce qu'il y a vraiment beaucoup de surprises. Je fais gagner jeu par jeu ma collection personnelle de jeux vidéo pour vous dire. Et en plus, pour l'avoir déménagé cette collection de jeux vidéo en partie, je peux vous garantir qu'il y a du lourd, quoi. Voilà. Alors, il n'y a pas vraiment de business model, hein, je vais vous dire. C'est vraiment, si vous appréciez de nous écouter, voilà, le podcast il reste gratuit, mais faut te dire, est-ce que ce mec-là, en Haute-Savoie, est-ce que je lui paierais une bière ? Est-ce qu'à moi tu me paierais Est-ce que tu me paierais une bière ? Est-ce que tu me paierais un domac ? Je ne sais pas. C'est si tu t'en sens prêt, voilà maintenant l'occasion de nous filer des pourboires. Je viens de voir à l'instant un youtubeur, je ne tairai son nom, mais un youtubeur qui à chaque fois je dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fait ça ? Il y a un mec qui vient de lui filer 500 €, quoi. Et on n'a pas de palier à 500 €, je vous le dis tout de suite, quoi. Mais par contre, on a un palier miracle, je peux vous le dire. On a un palier qu'on a baptisé Indiana Jones 4. Voilà. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a certaines choses, on va pas dire des tabous, pas dire des interdits, mais il y a certaines barrières au sein du RPU qui sont un peu plus difficiles à franchir que d'autres. Et voilà, et c'est vraiment ce genre de barrière en fait partie. Voilà. Donc voilà, c'est une sorte de motivation pour y arriver. Il y a aussi il y a un palier aussi si vous voulez que Stéphane écorche votre nom à l'antenne aussi. Donc, je vous remercie d'avance. Et si on repassait maintenant à nos listes, quand même. Oui, parce qu'on est là pour graver dans le marbre, quand même. Et parce qu'on est toujours là pour ça. Que tu payes ou que tu payes pas, on en tracera toujours pareil.
Voilà, exactement. Voilà, terre-terre, comme on dit chez toi, c'est ça, de ton côté. Fidèle au Tiécar, voilà. Alors donc, on est parti sur les années 90, mais ce qui serait marrant, c'est de se remémorer un peu les meilleurs films des années 90. Bah oui, parce que ça fait quand même, ça fait quoi ? Ça fait un bon paquet d'émissions maintenant qu'on les a laissés derrière nous, les années 90 là. Oui, je vois les dernières émissions classées des années 90, je vois l'émission 13. Ah ouais, et oh là là, oui, ça fait super longtemps. Ouais. Ça fait vraiment super longtemps, quoi. Donc on est très content de revenir parce que c'est quand même les années de The Blade. Voilà, les années de The Blade. Pulp Fiction, Fargo, voilà, déjà c'est le trio de tête. Voilà, un bon petit trio de tête. Hein. Truman Show, Iron Giant, Once Upon a Time in China, Casino, Le Silence des Agneaux, Sixième Sens et Tous les matins du monde. Voilà. C'est quand même un bon top 10, mais attends, mais derrière tu te retrouves derrière quand même avec Porco Rosso, Hit, L'Impasse et les Confidential, Madadayo, Reservoir Dogs, Il faut sauver le soldat Ryan. Voilà, enfin tu vois, on peut pousser à Cyrano de Bergerac, Princesse Mononoke, Last Action Hero. Voilà, ça c'est le top 20, tu vois, c'est une belle filmothèque. Quoi. Je suis en train de regarder à partir d'où on peut situer le ventre mou, ou plutôt le point, le moment où ça commence à se gâter. La vie est belle, Batman et Robin peut-être. Oh, c'est Batman et Robin, ça fait un peu. Attends, le moment où ça commence à se gâter. Moi, je dirais plutôt aux alentours de Donnie Brasco, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. C'est Donnie Brasco qui est 72e. 72e. Tu vois, ventre mou, Donnie Brasco, je pense que c'est quelque chose qui correspond bien, quoi. Et je sais que vous l'adorez. On va faire la liste des derniers, puisque on a quand même Super Mario Bros. En 104e, Double Dragon, Godzilla, l'américain. Vas-y, continue. Oui, l'américain, voilà. En dessous, on a Le jour et la nuit. Bernard-Henri Lévy, voilà. Quelqu'un un auditeur, j'ai pas son nom là, il m'a calculé le delta, les plus gros deltas des acteurs, et il m'a dit que le delta très intéressant, c'est Alain Delon, puisque Alain Delon passe du Cercle Rouge à Jour et la nuit, le passage et Astérix aux Jeux Olympiques. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a, voilà, c'est les montagnes russes, quoi. Donc on remercie Mathieu Corpette qui m'a envoyé ces statistiques. Ces statistiques. Il y a des trucs intéressants, par exemple Samuel Jackson, Pulp Fiction contre Star Wars épisode 1 et The Spirit. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais Sam Rockwell, tiens. L'assassinat de Jesse James contre la ligne verte. Ah bah oui, voilà, forcément, c'est vrai. La ligne verte qui, rappelons-le, se retrouve quand même Le jour et la nuit, se retrouve derrière Double Team, se retrouve derrière Power Rangers le film, se retrouve derrière Wild Wild West. Mais voilà. Quel est le dernier film alors ? C'est la ligne verte vu que la liste s'arrête là, au 111. Est-ce que la ligne verte va être battue ? Je sais pas. Ah bah écoute, voilà, je sais pas, on va faire un effort quand même. Ouais, on va essayer de... On va... Bon, je crois qu'on a bien causé, je pense. Et la ligne verte, c'était l'épisode 9 quand même. Putain, c'est vrai. Et je crois que c'est le mec il prend l'épisode 9, c'est son premier épisode, la ligne verte est son film préféré. Ah, ça doit être dur. Ah oui. Rassure-toi, il va avoir des films pas très bien aujourd'hui. Ah bah j'espère. Non, mais ça devrait aller quand même. On va tout de suite commencer avec une liste qui nous est envoyée par Amaury Dessy. Merci Amaury pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle Let's Do the Twist. Ok, donc c'est des films à twist. C'est des films à twist. Voilà, j'imagine. C'est presque l'alpha du film à twist des années 90. En plus, les films à twist dans les années 90, c'était vachement à la mode aussi. Faut dire ce qu'il y a. Il y a eu des très gros succès qui ont un peu qui étaient basés sur des twists. Donc ils en sont peut-être abordés, je ne sais pas, mais voilà. Eh bien, on commence avec un film qui me paraît essentiel et tu cherches. À chaque fois qu'on prépare une émission, que je t'envoie un SMS en disant bon, tu seras là à cette heure-là, je te dis, je pense qu'il faut quand même faire un film iconique quand même pour recommencer cette décennie. Et on va parler d'Usual Suspect. Usual Suspect, donc Bryan Singer. Voilà, film à twist des années 90, c'est le film le plus emblématique, hein, évidemment. Donc si vous n'avez pas vu le film,
Eh ben, je vous Ah ouais, conseille... putain, oui. Putain. Si vous n'avez pas vu le film, ne nous écoutez. Voilà. Zappez. Je vous conseille vraiment de ne pas écouter la suite. Voilà, on est vraiment des très mauvais commerciaux, c'est-à-dire qu'on on n'arrive pas à vendre notre bouquin, on dit aux gens d'arrêter de nous écouter. Enfin bref, non mais c'est très important. Et laissez-nous un petit peu de sous aussi. Non mais parce que voilà, c'est un film, c'est un film à twist, avec un twist qui a marqué énormément de gens, qui est devenu emblématique dans la pop culture, c'est-à-dire que ça a été parodié, ça a été c'est référencé dans le rap. Voilà, on parle beaucoup de Kaiser Soze. On n'a pas Kaiser Soze, voilà, donc qui est la figure maléfique qui hante ce film. Enfin, on va revenir sur le pitch, voilà. Mais voilà, c'est le film à twist emblématique, hyper populaire, que tout le monde connaît ou a eu vent, ou s'est fait divulgacher d'ailleurs aussi. C'est un peu le problème de ce film-là, c'est que arrivé au début des années 2000 à la machine à café, oh purée, j'ai pas vu venir le moment où et paf, tu te prends le truc dans les dents, quoi. C'est aussi, je pense, on peut dire le meilleur film de Bryan Singer. C'est le meilleur film de Bryan Singer. On est d'accord. Parce qu'ensuite, il n'a jamais retrouvé un peu cette vista, et ensuite, il a essayé... Bon, il s'est mis dans les films de super-héros, mais avant, il a essayé quand même de faire des films à sens. Bah, il y avait Valkyrie, il y avait Anne Élève Douée, enfin, il y avait des films, effectivement, avant de tomber dans le piège X-Men, il a essayé de faire des films comme ça, enfin, des grands films, entre guillemets, hein, c'est un peu comment dire, l'objectif, je pense, qu'il avait en tête. Mais effectivement, il a jamais réussi à retrouver la formule de Usual Suspects. Et ça, on l'a déjà mentionné plusieurs fois parce qu'on a parlé de Mission Impossible, mais c'est la montée en puissance enfin, je veux pas enlever, pas enlever ce qui appartient à Bryan Singer. Le vrai artisan de la réussite du film, en fait. C'est Christopher McQuarrie. Qui donc signe le scénario parce que au-delà du fait que Bryan Singer a réussi à bien épouser la logique et la narration du film, le film repose sur un scénario qui est vraiment en béton et qui en plus, enfin, arriver à distiller ces éléments de façon vraiment très très subtile. Et puis surtout, c'est un film que quand tu le regardes la deuxième fois, troisième fois, d'ailleurs je l'ai revu il y a pas si longtemps, tu te rends compte qu'en fait il y a plein de petits trucs qui font que au final le twist marche parce que non seulement il est surprenant, mais en plus tu te rends compte qu'il est bien construit, quoi. C'est ça l'astuce. Et donc le pitch de départ, en gros, c'est dans un port, je ne me rappelle plus la ville exactement, je sais plus si c'est Portland ou Los Angeles, enfin on s'en fout un petit peu. Dans une ville américaine, un soir, en fait, il y a un cargo sur lequel il y a eu un véritable massacre. Avec des criminels, et la police tombe sur comment s'appelle, un survivant, un survivant témoin. Enfin, au début tu sais pas exactement quel est son rôle là-dedans, t'apprends bien vite que le type il a un casier, que donc forcément il était pas très clean là-dedans, et il commence à l'interroger, et en fait donc le suspect en question, c'est Kevin Spacey. Il est interrogé par un flic du FBI qui est joué par Chaz Palminteri, et le type lui explique, il sait que derrière ce coup-là il y a Kaiser Soze, et Kaiser Soze, en fait, t'apprends très vite que c'est une figure emblématique de la mafia, mais insaisissable. Tu vois, un peu comme Evans Barksdale au début de la première saison de The Wire, quoi. C'est un espèce de grand Manitou, mais que personne n'a jamais vraiment vu, personne ne sait qui c'est. Et le flic du FBI va cuisiner le personnage de Kevin Spacey, remonter en fait aux origines du coup, pour essayer de choper Kaiser Soze. Et donc voilà, ça va être un récit fait en flashback de discussion entre ces deux personnages. Il y a un truc, moi, que je trouve essentiel dans la réussite du scénario et du coup dans la réussite du film, qui est que généralement, en fait, quand tu mets en scène comme dit, c'est un film à twist, donc voilà, il y a forcément à un moment donné un personnage qui va être plus malin qu'un autre. C'est le moment où il faut absolument couper le podcast parce que là je suis obligé de parler de la fin. Mais voilà, donc du coup Kevin Spacey et Kaiser Soze, le truc c'est que ce qui est super bien construit, c'est que le personnage de Chaz Palminteri, donc le flic, est un personnage en fait super intelligent, et que à aucun moment tu vois, d'habitude, pour l'astuce facile, c'est que pour rendre un personnage plus intelligent que les autres, ben tu t'écris les personnages secondaires comme des abrutis.
Et du coup, c'est facile d'être intelligent dans un milieu d'abrutis. Voilà, suffit de regarder un peu partout dans le monde réel. Là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que le personnage du flic... C'est que le mec est très malin, en fait. Le personnage du flic est super malin. C'est-à-dire que vraiment, il conduit l'enquête. Il arrive à mener sa barque, à piéger son interlocuteur. Donc, il y a vraiment ce sentiment-là qu'il tient l'interrogatoire dans ses mains, qui mène le jeu. Et que, en fait, ce qui est de fort, c'est que t'as vraiment cette sensation-là, et que, au dernier moment, tu te rends compte par une accumulation de détails, dont il se rend compte d'ailleurs, en même temps que, juste avant le spectateur, en fait, c'est ça aussi l'astuce, que c'est lui qui s'est fait mener en bateau. Et c'est super important, c'est que ce personnage-là est très bien écrit, très intelligent, il a des réactions, voilà, il a une déduction qui est assez forte, il est malin, etc. Et il se fait quand même prendre au jeu. Et c'est ça qui fait, qui fait que le twist fonctionne, c'est que t'es pas l'impression d'être pris pour un bébé, c'est-à-dire qu'à aucun moment le film appelle à avoir un twist spécifiquement de cette nature-là, et que tu t'étais persuadé d'être arrivé au bout avec le flic, et qu'au dernier moment, paf, on te retourne avec tout plein de petits éléments qui s'imbriquent super facilement. Ça aussi, c'est pareil, c'est pas laborieux, c'est un montage qui dure une vingtaine de secondes où t'as tous les éléments qui s'imbriquent et tu comprends immédiatement la logique du piège, la logique du porte-à-faux. Enfin voilà, tout s'imbrique parfaitement, c'est expliqué vite, c'est évident et c'est ce qui fait que c'est aussi fort comme twist. Pourquoi est-ce que du coup quand tu le revois, il continue de fonctionner et que le film a un intérêt même si tu connais le twist? C'est que justement c'est dans ce côté minutieux et de face à face intellectuel entre ces deux personnages qui sont en fait deux personnages très intelligents, et c'est ça à mon avis la clé du film. C'est clairement inspiré de Rashomon, puisque ce qui est intéressant c'est qu'il a tous les points de vue, mais il montre les points de vue, mais il montre des points de vue assez intelligents et toujours plausibles en fait. C'est ça, exactement. C'est jamais grotesque en fait. Il y a à chaque fois, voilà, c'est comme tu dis, c'est à chaque fois plausible. Rappelons que dans Rashomon, en fait, tout le monde baratine au moins à un moment, même le mort. C'est ça le message. C'est ça le message de Rashomon. Macquarie a eu un Oscar pour ce film quand même. Ah bah un Oscar pour le coup mérité. Original screenplay, le même que le mec de Get Out. Voilà, que Jordan Peele. Ce qui est quand même un bon signe en général pour une carrière. Et ça l'a amené à beaucoup collaborer avec Singer, puisqu'il a fait ensuite il a travaillé sur, c'est lui qui a fait Valkyrie, Jack Reacher, il a fait ensuite Jack Reacher, je crois. Jack Reacher, c'était lui, ouais aussi. Ouais. Et je crois qu'il a fait le géant vert là, Jack the Giant Slayer. Tu l'as pas vu ça? Jack le chasseur de géants, non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Fond vert, mon ami aussi. Ah d'accord, oui, comme Justice League, ok. Voilà. Et puis bon, ce qu'il a maintenant aujourd'hui, il est réalisateur, il a réalisé les 2 derniers Missions Impossibles. Voilà, il a réalisé le meilleur Mission Impossible. Il a réalisé l'un des meilleurs Tom Cruise de ces 10 dernières années. Et la meilleure bande-annonce de Mission Impossible ever. Et même la meilleure bande-annonce de Super Bowl qu'on ait vue depuis un paquet d'années. Enfin, la bande-annonce de Mission Impossible Fallout. Genre, on s'est regardé en boucle et on s'envoyait le gif. Elle est vraiment extraordinaire. Enfin, genre, si ça te donne pas envie de voir le film en tant que film d'action, putain, mais voilà, y a rien qui va te faire bouger dans la salle, quoi. Alors que, comme on l'a dit, Bryan Singer, mais c'est vrai que quand même, le film n'aurait pas fonctionné sans Bryan Singer, mais est-ce que finalement, tu sais, c'est pas je veux pas prononcer le mot One Hit Wonder parce qu'il a quand même fait des millions avec X-Men, mais c'est quand même son vrai authentique bon film, quoi. Je pense que c'est son authentique chef-d'œuvre au sens premier du dictionnaire. C'est son chef-d'œuvre et je pense que chef-d'œuvre, ça veut dire qu'il y en a qu'un. Je rappelle. Voilà, le principe du chef-d'œuvre, c'est que tu prends une œuvre et tu prends dans ces œuvres l'œuvre clé qui permet de définir le pinacle artistique de l'artiste. Voilà. Bah du coup, c'est pour Bryan Singer, c'est clairement Usual Suspect, et je pense qu'aussi c'est un film où c'était le moment où peut-être Bryan Singer, c'était pas encore le type qui allait faire X-Men, il avait pas la renommée qu'il a eu avec ce film-là, et qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu un vrai travail de collaboration et de trucs, et je pense que l'intelligence qu'a eu Singer à l'époque, c'est de bien saisir que la réussite du scénario était dans la minutie, et que vraiment, enfin, dans sa mise en scène, il s'y applique énormément, quoi. Et voilà, il a trouvé le scénario qu'il fallait, il a réussi le scénario qu'il fallait, il était appliqué dessus, et voilà, au final, c'est une excellente collaboration qui a donné un excellent film, quoi. La question maintenant, rituel, c'est où est-ce qu'on va le mettre? Ouais, où est-ce qu'on va graver dans le film qu'on aime tous les deux. Voilà, exactement. Enfin, si je m'abuse. Oui, je pense qu'on a dit plutôt du bien, quand même. Le côté gossip, il paraît que... Alors, c'est vrai que je m'en voudrais presque de pas le mentionner, mais c'est quand même
un film qui a quand même été réalisé par un mec qui a été largement suspecté par des affaires de mœurs récemment. Oui, plus que largement suspecté, oui. Et produit, et non, il n'est pas producteur, mais bon, et c'est clairement lui qui a porté le projet, par Kevin Spacey, qui a eu aussi des problèmes, clairement Oui, des voilà. problèmes de mœurs, à tel point qu'il s'est fait limoger de House of Cards, quoi. Il s'est fait limoger de House of Cards, il s'est fait rayer du dernier Ridley Scott, et ce qu'il y a de bien, c'est que... Ça, c'est incroyable, quand même. Et ce qui est le plus incroyable là-dedans, c'est que donc Kevin Spacey, c'est quoi, c'est tout l'argent du monde, c'est ça, Ouais. c'est ça, tout l'argent du monde, c'est que Kevin Spacey a été effacé au montage par Ridley Scott, et que Christopher Plummer a remplacé Kevin Spacey en l'espace de quelques semaines pour retourner toutes les scènes de Kevin Spacey, et que Christopher Plummer a eu une nomination aux Oscars pour ça. et je trouve le pied de nez absolument merveilleux, quoi. Christopher Plummer, qui a sans doute Plummer, qui a sans doute 1 million d'années maintenant. Oui, je ne sais pas quel âge il a exactement, Je crois qu'il a Plummer, 88 ans. Je crois qu'ils ont mais, beaucoup fait de blagues sur le fait que c'est le plus vieux, le plus vieux nommé aux Oscars. Où est-ce qu'on le met alors ? Où est-ce qu'on va mettre Usual Suspects tu vois, dans le genre film à twist, on a le 6ème sens qui est le numéro 9. Pour moi, ça va pas aussi haut, surtout que ça va pas aussi haut. Ça va pas aussi haut que Il faut sauver le soldat Ryan, déjà. C'est marrant parce que c'est là, à peu près l'endroit où je regardais. Voilà. Moi, je serais prêt de le mettre aux alentours, là, tu vois, je vois Princesse Mononoke, Last Action Hero. Ah, c'est marrant. J'allais te dire un truc comme ça. Voilà, Vas-y. je mettrais par là. Je le mets sous Last Action Hero, moi. Eh ben, ouais, je le mets au-dessus de la Cité de la Peur quand même, donc ouais, juste sous The Last Action Hero, ça te va ? C'est fait quand même 21ème. Hein, Ça fait quand même 21ème, ouais. Je sais pas si on aura beaucoup de films au-dessus de la barre des 20, mais on verra bien. Écoute, on verra bien. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Voilà, tout est ouvert. Rappelons-le, nous ne maîtrisons pas ce qui se passe ici. Hein, voilà. Deuxième film de cette liste, c'est L'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob. Ah, c'est les années 90 ? Ouais. Ah, dis donc, j'aurais placé ça fin des années 80, tu vois, moi je me rappelais Et c'est un plus. film qui est très important. J'ai pas l'impression qu'il soit si important en France, mais aux États-Unis, il a eu quand même. C'est Adrian Lyne, hein, c'est ça c'est Adrian Lyne qui a réalisé 9 semaines et demie, si je me souviens bien. Donc voilà, donc. Lequel film de danse, c'est Flashdance, c'est lequel qu'il a réalisé Alors. Je crois qu'il a réalisé Flashdance, voilà, c'est ça. C'est lui. Ah oui, je me rappelais plus du tout qu'il avait fait Flashdance aussi, tu vois. Ah bah il a un peu disparu après le remake de Lolita, mais en même temps j'allais lui dire essaye pas. C'est ça, fallait pas faire. Tu sais, c'est un peu comme le mec à la barre du Titanic qui fait oh regardez cet iceberg si on allait le voir de plus près. Forcément c'était casse-gueule quoi. Et alors pourquoi c'est un film important, c'est que c'est un film d'horreur psychologique qui a eu énormément d'impact en fait plus tard. C'est pas été un gros succès. Non, c'est un film qui était révélé plus tard et qui était notamment révélé plus tard dans le milieu otaku, j'ai envie de dire quelque part, puisque c'est le film qui a inspiré Silent Hill. Voilà, c'est qu'en fait tous les gens qui ont joué à Silent Hill, alors si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Voilà, Silent Hill au moins le 1 et le 2 à minima. Je pense que c'est le 1 et le 2 et il paraît que le oui est super. J'ai pas fait. Bah, de toute façon, c'est un remake du 1, c'est le Shattered Memory, c'est ça ouais. C'est un remake. Enfin, c'est un remake. C'est vrai faux remake. Ouais, c'est un vrai faux remake du 1. Enfin, bref. Mais Silent Hill 1 et 2, qui sont deux jeux vraiment extraordinaires, qui étaient. Le pitch, en fait, c'était du survival horror, mais c'était pas dans la veine Resident Evil. On était justement sur quelque chose de beaucoup plus oppressant et de beaucoup plus psychologique. Et voilà. Et du coup, quand tu termines les jeux, tu te poses la question obligatoirement de qu'est-ce que je viens de voir, de faire, de vivre, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et ce côté-là, bah, c'est tout le pitch de l'échelle de Jacob parce qu'il... Voilà, c'est un des films twist de cette époque-là qui repose un peu sans vouloir, enfin pareil les gars, on va un petit peu spoiler le film. Qui repose un peu sur le fait est-ce que tout ceci n'était pas qu'un rêve. Voilà, l'idée c'est le pitch de base c'est que Tim Robbins qui joue un vétéran du Vietnam qui revient dans la vie civile pitch de départ de beaucoup de films quand même de l'époque moderne des États-Unis quand même voilà. Je vois pas à qui tu penses. Moi non plus. Alors là vraiment j'ai peine à trouver de films de ce sujet-là. C'est peut-être le seul. Non,
évidemment, il y en a eu des tonnes, et voilà. Donc c'est un ancien, c'est un vétéran, forcément un vétéran un peu traumatisé, un peu déprimé, qui revient à la vie, et en gros, il lui arrive de temps en temps des épisodes un peu chelous. Il se retrouve dans des endroits qu'il reconnaît pas, des endroits qui ressemblent à des hôpitaux mais pas vraiment, et avec des personnages qui sont parfois humains, parfois pas du tout. Et on lui fait des choses bizarres, et voilà, et il essaie de comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui peut déclencher ça. Et à un moment donné, est-ce qu'il vit réellement, est-ce qu'il est persécuté par des créatures d'une autre dimension, ou est-ce que ça se passe dans sa tête? Voilà, c'est tout l'argument du film en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, c'est un film. Alors, j'ai un point j'ai un truc que je trouve génial dedans, un truc que j'aime beaucoup moins. Un truc que je trouve génial dedans, c'est que le glissement entre le réel et voilà, et le fantasmagorique et à chaque fois super bien géré, c'est-à-dire que à chaque fois ça se fait par des basculements assez anodins au départ, et c'est ce qui renforce le côté je ne sais pas exactement ce qui se passe. C'est que parfois au sein d'une même scène, sans s'en rendre compte, au tout début on est passé dans cet univers de fantasmes avant que ça déraille complètement et qu'enfin on se rende compte, et voilà, et le moment où ça bascule, tu le repères pas forcément, et donc cette espèce de trouble joue énormément pour le film. Et fait que justement ça fonctionne, et que du coup on se pose aussi des questions avec le personnage. Par contre, le truc que moi j'ai trouvé très étrange, c'est le twist en lui-même en fait. Puisque révélons le twist en fait. L'idée c'est que au Vietnam, il faisait partie d'une unité de soldats sur lesquels ont été menées des expérimentations pour en faire des espèces de super soldats, et que évidemment ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Il y a eu des massacres au-delà de toute espérance de la CIA, qu'ils ont été traumatisés, et que ça a eu des séquelles psychologiques mais aussi sans doute physiologiques. Donc voilà. Et le truc c'est que ce twist-là, en fait, étrangement, je l'ai vu venir vachement tôt dans le film, parce qu'il y a plein de séquences, en fait, où il va revoir ses potes, où il discute avec des médecins, et j'arrivais pas à leur donner de sens au-delà du fait que, le côté expérimentation, ils étaient manipulés. Je l'avais deviné personnellement assez vite, parce que, comme dit, il y avait plein de séquences qui me semblaient aller trop dans cette direction, et du coup, j'étais un peu déçu, connaissant la réputation des films, de pas avoir été surpris que le twist ce soit pas ça, finalement. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Bah ouais, en fait, c'est le twist me déçoit un petit peu en fait. Voilà, moi aussi j'étais je suis pas fan du twist en fait, c'est le problème. Alors que je sais qu'il y a plein de gens qui sont sensibles. C'est un film. Alors je suis pas sûr qu'en France, comme je disais tout à l'heure, je suis pas sûr qu'en France ça soit aussi important. Bah je sais pas, comme dit, il a une reconnaissance tardive, et effectivement je sais pas du tout quelle est la réception. Enfin, c'est vrai que j'ai pas la sensation que ce soit et en plus il a cartonné en vidéo. Voilà, exactement. Mais oui, voilà, comme toi, moi le twist m'a un peu laissé. C'est-à-dire que oui, j'ai l'impression en voyant le film que oui, ça fait 1 heure que je suis au courant de ça. Enfin. Et du coup je trouvais ça décevant que le film arrive à cette conclusion que j'avais déjà en main en fait, et du coup le traiter comme un twist, j'ai trouvé ça étrange en fait. Voilà, c'était ça le truc qui me déstabilise un peu dans ce film là, quoi. Où est-ce qu'on va le mettre du coup? Moi je suis comme toi un peu. Mais voilà, après on termine là-dessus, comment dire, qui est une note un peu en demi-teinte, un peu décevante, mais au-delà de ça, comme dit, les séquences fantasmagoriques. Il y en a notamment une où il est attaché sur son espèce de lit mouvant, et t'as plein de personnages et de créatures qui viennent le voir, et t'as un côté étouffant qui est absolument atroce, et qui est du coup qui fonctionne super bien, quoi. Tu sais qu'il en a retiré, il paraît genre entre 15 et 20 minutes, quoi. Parce qu'ils ont fait des tests sur les spectateurs, et il paraît qu'ils tenaient pas, quoi. C'est insoutenable. Oui, mais ça se comprend. Et ces séquences-là, et en particulier cette séquence-là, je me souviens plus si elle est. Je crois que dans mon souvenir, elle est à peu près au milieu du film. Ça fait un moment que j'ai plus revu, mais je crois que dans mon souvenir, à peu près au milieu du film. Enfin, effectivement, il y a un côté traumatisant qui est hyper fort et qui est hyper bien restitué, et qui fait que aussi, je peux comprendre que ça devienne un film balise, culte absolu pour certaines personnes, parce que quand t'es pris dans ces séquences-là, et que t'arrives plus à en sortir, voilà, je pense que le film t'embarque, twist un peu foireux ou pas, et ça t'embarque quand même, et voilà, et il arrive à concrétiser ces visions de pur cauchemar pour le coup, parce que voilà, tu sais plus, tu sais, c'est comme ces cauchemars que tu fais où tu doutes que c'est un cauchemar, mais t'arrives pas à te réveiller,
Et du coup, là-dedans pour savoir si elle est bien là. Voilà, et tu comprends pas pourquoi est-ce que t'arrives pas très bien alors que voilà, le film restitue cette sensation-là. Et qui, bah, du coup, quand t'es amateur de cinéma d'horreur, comme je le suis, c'est une sensation qui est géniale à vivre, quoi, parce que il y en a plein qui essayent, où c'est tout foireux, machin. Là, il y arrive vraiment, vraiment très très bien, quoi. Donc, c'est malgré la déception qui nous anime un peu tous les deux. Enfin, vraiment, c'est un film que je recommande aussi parce que il y a des moments très très forts, hein, très très forts et à vivre en tant que cinéphile, quoi. Et je crois que c'est le film qui a donné un peu ses galons à Tim Robbins pour jouer les rôles un peu foufou, quoi. Oui, bah oui. Je veux dire, tu peux tracer une ligne entre ce moment-là et La Guerre des Mondes. Tu sais, le fou, il joue un fou aussi dans La Guerre des Mondes. Tout à fait, ouais. C'est pas si loin. C'est le même gars. Et d'ailleurs, c'est pour ça que aussi dans le film de Eastwood là avec Mystic River. Dans Mystic River, c'est pour ça qu'aussi il te paraît chelou d'emblée en fait. C'est parce que c'est Tim Robbins. Oui. C'est parce que c'est Tim Robbins. De ce coup, tu te dis ouais, ok, toi ça fait gars. partie de ces mecs qui ont une tête genre un peu malhonnête et tu les fais pas garder les enfants. Et c'est Gary Sinise, tu vois. Oui, c'est ça. Mais en plus, ce qu'il y a d'étrange avec Tim Robbins, c'est qu'il a un physique assez banal en fait. Ouais, il a une tête de gentil en fait. Il a une tête de gentil. Enfin, c'est pas comme certains acteurs qui ont des têtes de tueurs, de violeurs, de machin. Enfin, je veux dire, t'as des mecs que tu les croises dans la rue, tu sais, ok, c'est bon, lui, il va me refaire l'anus à l'envers. Lui, non, il a une tête assez banale, un physique assez banal, mais il se dégage un truc de bizarre chez lui, quoi, vraiment instantanément. Et effectivement, l'échelle de Jacob dans ce credo-là, c'est le moment où ça a basculé, je pense. Ouais, est-ce qu'on va le classer? Alors... tu sais quoi, je viens de souvenir, il y avait Spanking the Monkey en 58e, et je pense que tu ne l'as toujours pas vu, mais j'ai toujours pas vu. J'ai toujours pas vu. C'est encore à l'époque où on n'avait pas la règle du rattrapage. Voilà, c'est ça, où il n'y avait pas de devoir de vacances. Voilà. Où est-ce qu'on va le mettre Est-ce que tu préfères... J'essaie de trouver un film où on flippe un petit peu. Est-ce que tu préfères Chute Libre à ça? Où est-ce qu'on a mis Chute Libre? Chute Libre est 66e. Ah, pardon, est-ce que tu préfères Donnie Brasco à ça? Ah bah non, je préfère largement l'échelle de Jacob. Ouais, moi aussi. C'est vraiment... moi, tu vois, je vois les nerfs à vif, là. Ouais. Je vois les nerfs à vif. Je vois Vampire de Carpenter. Dis-moi le chiffre. Dis 44-45. Pour les deux auditeurs qui suivent avec la liste. 44-45, tu vois. Ah, c'est quand même haut, hein. Je vois ça, parce que tu vois... je le mets quand même au-dessus des Ailes de l'Enfer, tu vois. Ah, je préfère Les Ailes de l'Enfer, moi. Ça ouais, c'est un plaisir coupable, mais voilà, en tant que cinéphile... Ah non, mais on va revenir à un plaisir coupable en fin d'émission. Oui, ah bah j'espère. Non, mais tu vois, moi je le mettrais au-dessus de GoldenEye, en fait, personnellement. Oh là là... Oh non, laisse-le-moi au moins au-dessus de Con Air, quoi. Alors juste, où ça tu veux? Au-dessus d'Aladin. Ok, alors au-dessus d'Aladin, ça marche. 4 places plus bas, ça me va. Échelle de Jacob. Et bien entendu, c'est Échelle de Jacob, une référence biblique. Oui, oui. Ce film est truffé de références bibliques. Oui, bien sûr, si bien sûr. Des amateurs, allez-y, c'est... Voilà, l'Ancien Testament passé revu et revu. Faut passer à la moulinette Lovecraftienne un peu, en fait. Voilà. C'est un peu l'esprit. Troisième et dernier film de cette liste, c'est The Game. De David Fincher. Voilà. Est-ce que c'est pas le premier Fincher qu'on classe? C'est le premier Fincher qu'on classe. Et on commence par The Game. Voilà, comme quoi... On a décidé de... Ah non, on en a un autre, on a Alien 3. Ah oui, c'est vrai, on avait parlé d'Alien 3, exact. Alors, exact. Juste pour... Est-ce que tu préfères The Game à Alien 3? Ah bah non, je préfère Alien 3. Ok, d'accord, on est d'accord. On est alors, The Game, Michael Douglas... est un riche qui s'ennuie. Voilà, qui s'ennuie. Un riche un peu détestable. En fait, c'est un peu son personnage de Wall Street. Déprime. Mais qui déprime, voilà, qui a des problèmes de riche, quoi. Il a des problèmes de riche, en plus... personne ne l'aime, il est distant. Personne ne l'aime. Il a un frère, donc qui est joué par Sean Penn, qui visiblement est toxico ou ancien toxico. En fait c'est ça le pitch en fait. Il est ancien toxico, donc forcément il lui fait un peu honte mais il est un peu collant parce que c'est son frère et qu'il est un peu dans la loose. Enfin voilà, il y a ce côté j'ai pas le choix, c'est mon frangin, mais quelque part il me casse un peu les burnes, quoi. Et donc c'est un film à twist. Et pourquoi c'est un film à twist? C'est que
son frère, donc le Sean Penn, lui file une carte de visite ou un numéro de téléphone pour une société de spectacle. Voilà, en gros, l'idée c'est qu'il débarque, pour organiser son anniversaire. Voilà, c'est son anniversaire, et comme on a dit, il est seul, il s'ennuie et tout le monde le déteste. Et du coup, pour mettre du piment dans sa vie, son frère lui offre une mystérieuse coordonnée d'une société de spectacle qui lui propose d'enregistrer un jeu. Nos amis qui parlent couramment anglais auront trouvé ça. Un jeu, et le jeu va commencer doucement, c'est-à-dire qu'il va recevoir des paquets avec des espèces d'indices mystérieux, et au fur et à mesure que les choses avancent, en fait, le jeu va déraper de plus en plus, parce qu'en gros, sa vie va s'écrouler. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire qu'il va perdre les peu de contacts qu'il a, il va perdre son argent, il va être poursuivi par des gens, voilà. Donc on va lui tirer dessus. On va lui tirer dessus, voilà. Sa vie va s'effondrer tout autour de lui, et évidemment, forcément, il va y avoir ce rapport à son frère. Je pense de vie qui s'écroule à cause d'un rapport à son frère, et je pense forcément à Better Call Saul maintenant en disant ça. C'est vrai. C'est Better Call Saul, mais plus joyeux, quoi. Ouais, c'est proto Better Call Saul. Voilà, mais du coup, forcément, il va en vouloir à son frère, et son frère qui lui dit qu'il a merdé parce que ça devait pas se passer comme ça, machin. Enfin, voilà. De fil en aiguille, en gros, les choses vont déraper. Ça va devenir un véritable thriller. On va essayer de découvrir la vérité. Et c'est un film à twist, et c'est même un film à double twist, en fait. À double, triple, quadruple, même, voilà. J'ai envie de dire, parce que c'est vraiment à chaque fois que tu penses que tu sais, il y a un truc qui se passe et qui fait que l'histoire continue et qui continue et qui continue. Et j'avais un petit souci avec ce film, c'est que ça passait en même temps qu'à l'époque que l'émission de Marcel Béliveau. Et j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est Marcel Béliveau le film, en fait. Marcel Béliveau qui faisait donc les caméras cachées dans les années 90. Avec sa grosse moustache. Avec sa grosse moustache. Un Canadien, voilà. Adorable Canadien. Et c'était le seul programme qui existait le samedi sur les 3 chaînes qu'on a fait. Et donc, ouais, les gens regardaient ça religieusement, et quand tu vois ça, en fait, c'est Marcel Béliveau, c'est-à-dire, t'as l'impression qu'à tout moment, il y a un mec qui va faire, c'est pour une caméra cachée. En fait, voilà, c'est ça, c'est que, à nouveau, si vous voulez voir The Game, on vous l'a dit, c'est moins bien qu'Alien 3, je pense pas que ce soit un très grand film. Alors, mais si vous voulez le voir, faut ça à Surprise de Marcel Béliveau. Voilà. C'est pas un gros compliment. Voilà. Donc, c'est quand même un film, de la facture est très belle, je trouve. Il est très beau, en fait. Après c'est Fincher, enfin. C'est Fincher, et c'est Murakami à la photo. Donc, et voilà, Murakami, c'est le mec qui fait la photo de Clint Eastwood. Donc, si vous voulez le voir, c'est pareil, il faut couper le truc. Après, en fait, le problème de ce film-là, c'est comme tu dis, c'est qu'il y a un côté Marcel Béliveau, c'est-à-dire que il y a à chaque fois des rebondissements tous plus incroyables les uns que les autres, qui vont s'accumuler. Et le problème, c'est que contrairement justement à un Usual Suspect où tout est très méticuleux, c'est vraiment un engrenage. Là, en calculant la réaction des spectateurs aussi. Voilà, en calculant la réaction des spectateurs. Là, en fait, on en remet une couche à chaque fois. Là, c'est le mauvais processus du twist, c'est-à-dire on va rajouter un twist, puis on va rajouter un autre twist, et en fait, la moitié, si ce n'est plus, des twists qui sont proposés repose sur une prédiction d'un comportement qui en fait est complètement aléatoire, parce que le personnage il réagit, enfin voilà, c'est-à-dire que le type qui prévoit que ça va se passer comme ça et qu'au final tout s'imbrique, il a une chance, enfin ça fonctionne parce qu'il a de la chance en fait, et tu t'en rends compte. Et aussi parce que soi-disant ils ont calculé sa réaction probable. Oui, voilà, c'est ça. Non, et c'est complètement absurde. Et à la fin, ça devient improbable sa réaction. À la fin, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que la fin, c'est pire que tout. C'est-à-dire que le gros twist de fin, c'est qu'il découvre qu'en fait, effectivement, tout ça n'est qu'un jeu. C'est-à-dire que tous les mecs qui lui tirent dessus, le chauffeur de taxi, le machin, le truc, tout, enfin, ils ont engagé 200 figurants. Il revient chez lui. Il prend une arme pour se défendre, mais en fait, il se rend compte que, finalement, il ouvre la porte, et quand il ouvre la porte, il tire parce qu'il pense qu'il y a des tueurs à ses trousses. Et on découvre que là, il y a tous ses amis qui lui disent joyeux anniversaire. Il tire sur son frère,
Et à ce moment-là, il se jette dans le vide. Il se jette dans le vide. Et la deuxième veut twist. Se suicider. Et deuxième twist, ils avaient prévu qu'il allait se jeter dans le vide. Et du coup, il y a une espèce de ballon qui l'accueille. Voilà. Il s'est rien cassé du tout, bien sûr. Il s'est rien cassé. Et surtout qu'en plus, si tu regardes bien le plan à ce moment-là, c'est que le ballon est pas super grand et il est posé juste sous l'endroit où il saute. C'est-à-dire que il est dans un immense appart de riches où t'as des vérandas et des fenêtres sur tous les coins de rue. Il saute par la seule fenêtre où ils ont mis un truc en dessous, quoi. Et voilà, et c'est ridicule. C'est ridicule, surtout qu'en plus, du coup, c'est quoi la morale de ce film-là, en fait? Enfin, voilà, c'est quoi le message? C'est-à-dire qu'à la fin, quand t'es riche, c'est facile de t'ennuyer, et on embrasse Quicks. Exactement. Ben voilà, c'est-à-dire que au bout d'un moment, enfin, il se serait arrêté à, il tue son frère et puis de dégoût il se suicide. Il aurait pu avoir un truc, c'est-à-dire effectivement le mec il se rend compte qu'il a gâché sa vie, qu'il a gâché la vie de ses proches et que finalement voilà il s'en est rendu compte trop tard, voilà. Mais là le problème en faisant ça, c'est que l'histoire dit rien n'est grave, c'est pas grave les gars, tout se passe bien, t'es riche, tu t'ennuies un petit peu, mais tout va bien se passer. Et du coup tu fais ouais ok bon en fait ça servait à rien ton film. Et voilà, le film s'écroule tout seul, et comme dit, une fois que tu recomposes les concours parce que c'est ça, c'est des concours de circonstances qui ont été calculés, enfin c'est un truc, c'est un peu le même mécanisme que dans les sauts, que je rappelle, je les ai tous vus. je me suis fait une intégrale saut dernièrement. Il faudra me payer. Patreon.com. Voilà, si vous voulez que Daniel regarde les sauts pour faire un super saut, je lance un appel. Blindez le Patreon pour que Daniel regarde les sauts. Pour qu'on fasse un super saut battle. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est des films où tout est calculé au millimètre, alors qu'en fait, ça ne marche que des concours de circonstances où le type, à un moment donné, genre, il a marché à telle vitesse, à tel endroit, pour déclencher enfin, ça n'a aucun sens. Vraiment, ça ne pouvait pas être prévu comme ça. Et pourtant, c'est la seule façon pour laquelle le film tient debout. Et tu t'en rends compte au moment de voir le film, même pas après en disant ah ouais, il y a tel détail qui cloche. C'est au moment où tu te rends compte, tu fais ouais, mais c'est absurde. Et du coup, ça tout s'écroule, quoi. Ouais, est-ce qu'on va le mettre en sachant que quand même, j'ai maintenant une barre très haute qui s'appelle Jeanne d'Arc. Ça peut pas aller sous Jeanne d'Arc. Alors, ça peut pas aller sous Jeanne d'Arc pour les raisons que tu as invoquées. C'est que malgré tout ça, il y a toujours le sens de l'image. Comment de David Jeanne d'Arc Fincher a fini au-dessus de Mortal Kombat, ça je sais pas. Ça je sais pas, mais tu vois, mais là la preuve que le gravage dans le marbre, ce n'est pas l'affaire d'homme. C'est une activité à risque. C'est une activité à risque et nous ne sommes que les messagers. Voilà, nous ne comprenons même pas les messages du marbre, en fait, sont impénétrables même pour nous. Voilà. Pendant que tu réfléchis à la place, quand même, je regardais la filmo de Murakami. Ça commence, il a fait Beverly Hills Cop, mais ensuite il y a True Romance. Donc il a fait The Game, mais ensuite il fait Changeling, Gran Torino, Invictus, Hereafter, J. Edgar, American Sniper, Sully, tu vois, enfin il a vraiment fait le gros. Ouais, le Eastwood tardif, quoi. Donc où est-ce qu'on va mettre ce film, voilà, Fincher sait composer des belles images avec son directeur de la photo, mais elles ne servent à rien, quoi. Enfin, c'est. Je le mets au-dessous de 5e élément, pour moi, déjà, c'est sûr. Je le mets sous Waterworld. Moi, film à twist, la 9e porte. Ouais, si c'est quand même mieux que la 9e porte. Je le mets sous Batman Forever. Il est où Batman Forever Juste au-dessous, 14e. Je le mets sous Souviens-toi l'été dernier. Ah non, quand même pas. Non. Ah non, je préfère Souviens-toi l'été dernier. Ah non, Souviens-toi l'été dernier, c'est vraiment le non-film d'horreur, quoi. Bon, c'est ta barrière basse. Ah ouais, non, c'est pas possible. Allez, allez, 94e The Game, on va pas tergiverser, on n'aime pas ce film. Et en même temps, il fallait qu'il s'y fasse, Fincher, c'était... Ah bah, il fallait qu'il apprenne à la dure, hein, comme les autres. Ouais. Bon, après, il a pas fait grand chose de sa carrière non plus, hein, David Fincher. Faut être lucide. Voilà. Regarde les 2 films qu'on a de Fincher, bof, quoi. Voilà, on en a plus entendu parler, voilà, c'est... Ça a commencé à garder les Fincher. En fait, faut que je vous dise, par SMS, il me disait, putain, faut qu'on fasse Seven, c'est pas possible. Faut qu'on fasse... Rassure-toi, les autres listes, il y a pas du tout Seven. On remercie Amaury pour sa liste. Merci Amaury pour son excellente liste. Et on va passer à une liste très audacieuse, mais alors très audacieuse. Oula. Je me méfie de l'audace. Ah non, vraiment, c'est bien, c'est vraiment intéressant.
C'est une liste qu'ils ont envoyée par Dimitri Germain qui a toujours de bonnes idées de liste. Vraiment. Mais oui, Dimitri Germain, c'est pas la première fois que j'entends ce nom en plus. Ah non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et donc, ils nous ont envoyé une liste pour le début des années 90, donc on le remercie. Mais merci Dimitri, oui, tout à fait. Et c'est une liste qui s'appelle « C'est quête un peu chiante où l'on doit protéger un PNJ ». Attends, est-ce qu'il y a... Attends, j'essaie de deviner. Ah non, c'est peut-être les années 2000. Le film de Richard Donner avec Bruce Willis, là, Nine Blocks. Ah non, il n'y a pas Nine Blocks, mais il y a des films audacieux. D'accord, vas-y. Et le premier film de cette liste, c'est Bodyguard. Bodyguard, donc un film avec Whitney Houston, comme tu viens si bien de l'imiter, je pense que tout le monde l'a reconnu. Mais genre, c'est le truc qu'on a entendu ressasser et tout ça, et en fait, c'est devenu presque un... C'est devenu un mème, quoi. C'est devenu un mème. Et surtout, en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais lu à l'époque un article. Alors, c'était, je sais plus dans quelle revue c'était. Bref, c'était un article qui disait que Bodyguard, c'était devenu avec le temps la chanson romantique absolue qui était dans tous les mariages, parce que on n'a pas reconnu sous tes beuglements, mais les paroles c'est I will always love you, donc je t'aimerai toujours. Et donc ça passait dans plein de mariages et des choses comme ça. Alors qu'en fait, le karaoké. Voilà. Alors qu'en fait, c'est une chanson de rupture. En fait, c'est les paroles de la chanson, et c'est une femme qui explique à son amour que c'est fini, mais qu'il aura toujours une place dans son cœur, mais que c'est fini. Voilà, c'est fini pour eux. Donc il y avait ce côté, les gens n'ont pas compris ce qui se passait dans cette putain de chanson. Ah, mais tu sais, c'est comme les gens qui croient que Born in the USA c'est une chanson patriotique, c'est qu'ils ont pas lu les couplets en fait. Bah oui, mais non, mais c'était le cas. Je crois que c'était Reagan à l'époque qui avait utilisé Born in the USA pour ouvrir un de ses meetings. Ouais. Et l'agent de Bruce Springsteen a fait: alors, comment vous expliquez ça sans vous vexer? Oui, voilà. C'est comme si tu passais du NTM quoi, pour les universités d'été, quoi. Et comme quoi, parler la langue d'origine dans laquelle est écrite la chanson n'est pas une garantie pour bien comprendre la chanson elle-même, hein, tu vois. Ça me rappelle une vieille pub pour apprendre l'anglais où t'avais deux parents et oui. deux enfants et ils mettent l'autoradio et la chanson fuck you in the ass, ouais. I wanna fuck you in the ass, et ouais, les deux enfants qui sourient parce qu'ils comprennent et les parents qui remuent la tête parce qu'ils... Oui, c'est ça, ils sont comme ça, ils sont en train de jammer avec la tête, quoi. C'est un bon son, tu vois. Bref, donc il y a cette chanson, Whitney Houston, Kevin Costner, c'était les années Kevin Costner, enfin... Kevin Costner qui sort quand même de... il a fait quoi avant? Il a fait Robin Hood, il a fait JFK, il a fait Danse avec les loups. Il a fait Les Incorruptibles. Il a fait Les Incorruptibles dans les années 80, exact. Voilà, enfin, c'était les années Kevin Costner, c'était les années avant Waterworld en fait. C'était avant qu'il s'engueule avec Kevin Reynolds. Mais c'était les années c'était lui le Golden Boy d'Hollywood, hein, dans ces années-là. C'était. Et après, il est fini en Jonathan Kent dans Man of Steel. Après, il a fini dans le pire Jonathan Kent qu'on ait vu. Oui, celui qui dit à son fils qui a des super pouvoirs. Ouais, sauver ces gens, je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, reste planqué. Reste là, ne fais rien. Reste planqué et surtout, laisse-moi mourir devant les yeux de ma femme. Parce que ça, surtout pour pas qu'on sache qui t'es. Oui, donc, bref, Kevin Costner au top de sa carrière, de son rayonnement. Bogossitude. Voilà. Il a quand même été multi-oscarisé déjà à l'époque pour Danse avec les loups. Oui, bah oui, c'était après Danser avec les loups. Effectivement, en plus, oui, c'était sa période de reconnaissance artistique en plus. Hein. C'était la totale, quoi. Box office artistique. Enfin, le mec était insubmersible, tu vois. Et puis voilà. Et il a fait le film parfait pour sa filmo parfaite, hein, un peu, en fait, quelque part. Ouais, quelque part, exactement. Bah, il a fait après, par contre, sa suite de carrière, on appelle ça une Will Smith, hein, tu vois. Donc. Mais alors, attends, en termes de rentabilité, ce film, ça défie tout, quoi. Oui. C'est le budget 25 millions, me dit Wikipédia. Box office 411. Ouais, non mais c'est... Je pense que le mec, tu sais, il comptait les billets, quoi. Tu sais, ça arrivait par la poste. J'espère qu'il y a eu un intéressement, parce que putain, sinon c'est pas possible. Sinon c'est de l'arnaque, quoi. Sinon c'est de l'arnaque. Ouais, mais il faut signer avant ce genre de truc, voilà. Oui, après c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est un film qui a eu aussi des critiques assez négatives, en fait, à sa sortie. Je sais pas s'il a pas eu des razzies ou des choses comme ça, parce que c'était
c'est un mélo super sucré en fait. En fait, voilà, le pitch, parce on a discuté de Kevin Costner, on n'a toujours pas parlé du pitch. Donc, ce n'est pas un film à twist. Si vous voulez le voir, vous faites ce que vous voulez. Donc, l'histoire, c'est Whitney Houston qui incarne une star mondiale de la chanson, rôle de composition, qui en fait reçoit des menaces de mort. Et à un moment donné, dans ces menaces de mort, il y en a une qui a l'air un peu plus sérieuse qu'une autre, vu qu'il y a une véritable tentative d'assassinat. Et donc, comme Patrick Swayze était trop occupé à nettoyer les boîtes de nuit dans Roadhouse, ils ont demandé au second meilleur videur de boîtes de nuit, il est garde du corps mais c'est pareil, de la protéger. Donc c'est Kevin Costner. Et forcément, Kevin Costner et Whitney Houston, début des années 90, tension sexuelle, tout ça, forcément, à un moment donné, ils vont un peu c'était le début des... se galocher, voilà. Ouais, c'est un petit peu. Vaguement. C'est un truc d'amour. Mais c'était le début un peu des bodyguards à la... Tu sais, moi j'appelais ça les Jean-Luc Delarue, tu sais, avec des oreillettes en fait. Oui, Et je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'était le début de cette ère-là de... Une référence que les jeunes ne vont pas du tout comprendre, t'es au courant de ça. Ouais, je suis désolé. Mais pour moi, l'oreillette, c'était lui, quoi. Mais je crois qu'elle était grosse, énorme en fait. C'était... Et voilà, et du coup, il va la sauver. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus ? Il va la sauver, il va la serrer, et voilà quoi. Et voilà, c'est un film... Non, elle va le pécho, c'est quand même la star. Oui, c'est elle la star, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est un film très convenu. C'est un film... c'est signé par qui ? C'est un Mick Jackson. Ah oui, Mick Jackson, voilà, c'est le mec qui a fait Volcano. Voilà. Ça situe un peu la filmographie, tu vois. Voilà, c'est le mec. C'est un volcan qui explose et qui fait Anna. C'est un volcan. Au plein milieu de Los Angeles, il explose le volcan, s'il te plaît. C'est pas banal. Ouais. Putain, faut prévenir quick. Donc, voilà, c'est réalisé comme un téléfilm de RTL 9. Voilà, c'est mignon, c'est sucré. Alors, si tu veux savoir l'anecdote ultime, c'est quand même écrit par Laurence Kasdan. Oui, c'est écrit par Laurence Kasdan. Oui, donc alors... le mec, l'Empire contre-attaque, Indiana Jones. Le mec il s'ennuyait, je pense, à un moment donné, un samedi soir, il se faisait chier. Puis maintenant, c'est celui qui fait principalement les nouveaux Star Wars, quoi. Donc, parce que quand tu as fait l'Empire contre-attaque, ça te donne un get-go pour tous les autres, en fait. Oui, je crois il suffit de dire, oh là là, les deux réalisateurs, là, ils lisent pas très bien le script que j'ai écrit pour Solo, Star Wars Story. Allez, vous me virez ces réalisateurs. C'est lui qui les a. Oui, c'est lui qui les a fait lourder. Oui, il a un certain poids dans le. Il a une légitimité dans le Star Wars game, quand même. Hein. Ouais, complètement. Donc voilà, donc oui, ça fait partie de curiosité. Bon, c'est un film, voilà, c'est assez convenu, assez moche, sans surprise. En même temps, ouais, vas-y. Non, mais je veux dire, en même temps, c'est un film de samedi soir, c'est-à-dire que tu le regardes. Allez, ça passe, machin. Enfin, tu vois, c'est un film vraiment inoffensif à tous les niveaux, quoi. Voilà, t'es pas mécontent de l'avoir vu, mais bon, si tu l'as pas vu, ta vie en sera pas bouleversée, quoi. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, c'est pas ma cam. Je pense que non, mais il est pas horripilant, tu vois. C'est juste que bon. Ce film n'a pas, au moins, un mérite, c'est qu'il nous a donné des milliards de parodies. Tu peux, dès que tu mets quelqu'un qui porte dans les bras au ralenti, il pleut et tout ça, c'est bon, on sait que ça vient de là. Voilà, t'as le feu, poum, de la batterie, puis poum, voilà, c'est bon, on a tous bouffé, quoi. Je l'ai vu la dernière fois, c'était dans Hitman Bodyguard, tu sais, le film avec j'ai vu Ryan Reynolds et Samuel Jackson, et il court et tout est en train de se casser autour. Et voilà, j'ai vu. Ah, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, ouais. Et alors? J'ai pas aimé du tout. J'ai vraiment pas aimé du tout. C'est un film qui a un problème avec sa violence, en fait. C'est un film qui a un problème avec sa violence, et surtout, c'est un film. Il sauve des gens, mais il tue tout le monde pour sauver des gens. Et c'est un film où t'as Samuel Jackson qui se retourne tous les trois plans, il se retourne, il fait hey, t'as vu comment j'étais drôle? C'est un film écrit pour lui. Ah non, mais c'est... Et en plus, et c'est le moment un peu, j'ai l'impression, dis-moi si c'est moi qui invente ou si c'est une vérité, mais j'ai l'impression que c'est un peu le moment Steven Seagal de la carrière de Samuel Jackson, c'est-à-dire c'est le moment où il commence à avoir du mal à cacher qu'il a du bide, et il fait il fait semblant que ça se passe bien et qu'il rentre pas du tout le ventre pendant les prises. Alors, il y a ça, et c'est très étrange, quoi. Et il y a Kingsman aussi, déjà. Oui, mais alors Kingsman, il est en survêt, machin, bon, il est statique dans Kingsman, donc à la rigueur, bon. Je l'ai pas vu dans
je l'ai pas vu dans des classiques comme Old Boy version US, mais Ah oui, putain, ouais, Old Boy version US, c'est pas. Mais je pense qu'il va, tu vas voir, il va faire des rôles de plus en plus assis. Hein, Samuel Jackson, on va filmer plus que les épaules à mon avis. ou habillé en noir dans les films Marvel où il joue Nick Fury. Et où joue Nick Fury. Là, c'est bien, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est ce genre d'occasion, ça nous donne l'occasion de parler de Samuel Jackson. Bah oui, toute occasion de parler de Samuel Jackson est une bonne occasion, hein, quelque part. C'est vrai, c'est une carrière intéressante. Faudrait faire un super ciné battle. Faudrait faire un super Samuel Jackson battle. C'est une filmo très particulière. Très particulière, surtout en plus comment tu les classes. Parce qu'il y a les premiers rôles, mais il a joué des seconds rôles dans des films extraordinaires, mais en fait, tu le vois 2 minutes, quoi. Comment tu fais, tu vois? Alors, mon Samuel Jackson préféré par rapport à disons, à son aura, je suis très fan de Black Snake Moan. Ah oui, bah moi après, ça reste Pulp Fiction. Enfin voilà. Bah ouais, non, mais tout le monde te parle de Pulp Fiction, bien sûr. Mais évidemment. Je pense que dans les trucs à revisiter, Black Snake Moan est vraiment très très bien. C'est vrai que c'est un film intéressant. Je suis pas archi fan, mais c'est un film intéressant. Et c'est un film intéressant pour Samuel Jackson Exploitation aussi, ça je suis d'accord. Oui, voilà. Après, c'est caricature. Donc, attends, on a été où on était parti sur Kevin Costner en début. Bodyguard. Et on a tellement rien à dire qu'on est parti discuter de Samuel Jackson, quand même. Ouais. Bah, tu vois, il y a Nicky Larson qui est un garde du corps et qui est 85e. Bah, Nicky Larson, moi je préfère, parce qu'il y a. Nicky Larson. Bah, il y a au moins Jackie Chan déguisé en Chun-Li, donc forcément c'est mieux. On le met sous Nicky Larson ? Moi je le mettrais. Honnêtement, je le mettrais sous Stargate en fait. Je préfère Stargate avec son Kurt Russell, Kurt Russell proto-fasciste qui veut annihiler toute une civilisation à ça, quoi. Tu me parles de poésie, là. Bah évidemment, je sais trouver les mots, tu vois. C'est ça l'astuce. Bodyguard. Et alors, on continue dans cette excellente liste de ces quêtes un peu chiantes où on doit protéger un PNJ. 1993, mec. Est-ce que tu as vu Dans la ligne de mire? Oui, c'est... De Wolfgang Petersen. De Wolfgang Petersen avec Clint Eastwood. Ouais. Dans la ligne de mire. Bah, évidemment, tu l'avais il y a Clint Eastwood. J'ai envie de dire, il y a un acteur que j'appréciais un petit peu dedans. Hein, c'est John Malkovich. C'est René Russo. Voilà. C'était une blague parce que René c'était aussi un prénom masculin. Voilà, attention pour ceux qui ont pas suivi ce que. Bref, c'était nul. C'est pas la première. C'est l'histoire c'est l'histoire d'un mec qui est garde du corps, qui est traumatisé parce qu'il a pas pu sauver garde du corps des services secrets en fait. Ouais. Voilà, c'est important, c'est pas juste c'est genre les mecs qui font bouclier de leur corps, quoi. Ouais, c'est ça. Et il a pas pu sauver JFK. On comprend Boulette. Voilà. Voilà. Mais du coup il y a un nouveau tueur qui cherche à s'en prendre au président et du coup, il va se créer une espèce de chassé-croisé avec lui. Voilà, exactement. Il va y avoir un jeu du chat et de la souris entre cette espèce de tueur fou, mais qui a l'air d'être quand même un peu sérieux, genre c'est quand même une menace, et ce vieux briscard. Alors En plus tu le disais, jeune premier, un nouvel acteur, Clint Eastwood. Oui, un petit qui débute, qui tente sa chance, hein, voilà, donc il est dans sa phase post, il a fini à cette époque, je crois que les Dirty Harry, le dernier, c'est Deadpool, c'est quoi, c'est 88, 89, quelque chose comme ça. Ouais. Donc il en avait fini avec l'inspecteur Harry. Et on entre dans la phase le doute dans la légende, parce que c'était à l'époque de la relève aussi. C'était toute cette époque-là où Clint commence à être trop vieux pour être Clint, mais il s'en rend pas encore compte. En fait, il va y avoir un film un peu plus tard, un petit western passé inaperçu, qui va remettre un peu les choses à plat. Mais il est dans cette... je me rappelle plus le nom, la preuve, hein, voilà, je crois qu'il a gagné 1 ou 2 Oscars, je sais plus, enfin bref. Vaguement. Mais là, il est dans cette espèce de période de doute, enfin de déni même en fait. C'est le déni, c'est je suis encore la légende. Bon, par contre, si on pouvait me filer un déambulateur pour faire les poursuites, ce serait mieux. Il court encore là. Oui, il court encore, mais tu sens que globalement, voilà, c'est le propos du film, c'est qu'il montre un mec vieux. Voilà. Et d'ailleurs à tel point qu'il y a des séquences de Clint Eastwood en refait dans les années 60, genre des séquences
Où ils ont changé ses cheveux Ses cheveux, voilà, ouais. pour qu'il ait l'air plus jeune en fait. Voilà, donc mais en même temps il essaie quand même de voilà, il est pas dans la défaite, tu vois, genre je bouge encore, il y a ce côté un peu là qui donne un film un peu bizarre déjà parce que la scène que j'adore dans ce film là, c'est à un moment donné, je sais plus pourquoi, il va questionner des suspects dans un bateau. Et t'as une espèce de scène de baston avec son flingue et tout, où justement il se la joue 100% Dirty Harry. Et mais voilà, Dirty Harry de la gériatrie, ça fait un truc très étrange qui se passe dans cette scène-là, qui est un peu bizarre. Et voilà, c'est un film qui comment dire, qui avance un peu. Qui avance un peu au ralenti en fait. C'est pas un thriller très passionnant, je trouve. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est pas un film que je trouve très passionnant, très bien fait. Et alors, il y a étrange. un truc, c'est pas la meilleure compo de Ennio Morricone. C'était Ennio Morricone, genre, Ouais, je sais et même du coup, plus. du coup, ça donne un petit côté lancinant, alors qu'au contraire, il faudrait que ça soit un peu plus péchu en fait. Mais ça n'a pas empêché le film d'être un énorme carton et de un peu relancer Clint Eastwood en tant que vieux comédien, quoi. Enfin, en tant que vieux comédien pour les autres, j'entends. Oui, c'est ça. C'est pas dans ses propres films. Oui, Voilà. c'est ça. Comédien qu'on pouvait encore utiliser dans tes films. Mais ouais. Moi j'ai un souvenir d'un film un peu chiant quand même, dans une demi-heure pas super bien foutu. Je repensais comment il s'appelait l'autre. Il en a fait un autre aussi avec une histoire de président avec Gene Hackman, Les Pleins Pouvoirs. Ah, c'est lui? Il joue dans Les Pleins Pouvoirs, hein, Clint Ah oui, Eastwood. bien sûr. Sauf qu'il joue un voleur, machin. Et je trouve qu'il y a c'est un peu la même mouvance, le rapport au pouvoir, à la légende, tout ça. Sauf que voilà, Les Pleins Pouvoirs, dans mon souvenir, est plus réussi que ça. Et là, il y a un côté, voilà, comme dit, il y a un côté, j'essaye de faire un film d'action, mais sous l'exomile, quoi. Il y a un peu ça, ouais. C'est Clint Eastwood après que Die Hard soit passé dans le paysage, quoi. Il y a, à un moment donné, il y a un truc qui cloche, quoi. C'est un film de papa, mais tu demandes pas à Wolfgang Petersen de te révolutionner le truc, quoi. Ouais. Wolfgang Petersen, on en a parlé, c'est un fan de trampoline. Rappelons-le. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le trampoline, et pour ça nous le remercions énormément. Mais Qui a réalisé Das Boot, rappelons-le, classé dans les années 80. Dans les années 80, avec son montage de 5 heures. Donc Invitation se regarder, et en plus on demande à tes enfants de le regarder avec nous. Et on fait un Parle à mon Wolfgang spécial avec la version longue de Das Boot. Je crois que ça se dit Das Boot en plus. Das Boot. Qui a d'ailleurs été ou va être adapté en jeu vidéo officiellement. J'étais à la Gamescom là en août dernier, et il y avait un jeu Das Boot officiel. Il y a un truc qui m'a toujours rendu très perplexe, c'est tous ces réalisateurs allemands qui viennent faire des films ultra patriotiques aux États-Unis. Oui, Je pense à lui, à Emmerich et tout ça. Forcément, Roland Alors Emmerich, même s'il se cache derrière le deuxième degré, mais quand même, dans Air Force One, il n'y a pas de deuxième degré. Non, dans Air Force One, c'est vraiment... Oui, parce que Wolfgang Petersen, c'est l'homme qui a fait Air Force One aussi. Et pour ça, nous le remercions à jamais. Il a fait Troy, le film du trampoline. Le film du trampoline. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un rapport presque grotesque, en fait. Tu sais, c'est une espèce de complexe de l'immigré qui doit prouver sans arrêt qu'il aime le pays dans lequel il est arrivé. Je me suis toujours demandé si c'était pas ça. Mais ça, effectivement, ça sent, c'est-à-dire, c'est le type qui en fait des tonnes pour dire, mais si, j'aime ce pays, je suis avec vous, les gars. Enfin, il y a un truc, voilà, effectivement, là, c'est un peu contenu quand même. Enfin, même si c'est une histoire de président, etc. Voilà, t'as pas trop le côté débilo non plus, qu'il y aura dans Air Force One, qui est un très grand film. J'ai hâte qu'on en parle. En plus, il y a des Russes dedans dans Air Force One. Des Russes avec des faux accents, enfin je crois que c'est ce genre de trucs que t'aimes beaucoup. Ne me lancez pas sur les Russes avec les faux accents. Mais voilà, donc du coup Wolfgang Petersen, bon, il filme aussi à la papa, voilà, c'est un film un peu en roue libre où est-ce que tu le classes, voilà. Où est-ce que tu classes? Je sais pas, c'est un film que je trouve, c'est un Clint un peu chiant, quoi. C'est ouais, vraiment... mais tu vois, est-ce que c'est mieux que Roméo et Juliette, je sais pas, American History X, tu préfères? Je préfère largement American History X. Pardon, c'est mauvais choix de. Oui, avec moi, c'est très mauvais choix. Tu préfères Souviens-toi l'été dernier? Non. Bon. Non. Est-ce que tu préfères The Game? Alors, je trouve que Dans la ligne de mire est plus inoffensif que The Game. C'est-à-dire que The Game, il est irritant
il est irritant de potentiel gâché en fait. Bon, allez, ça va. Allez, on le met entre Batman Forever et The Game. Voilà. On est en train quand même de repeupler le bas du tableau quand même. parce que tout se situe entre la 9e porte. Souviens-toi l'été dernier, Astérix et Obélix contre César. En plus, t'as bien manœuvré, c'est-à-dire que tu débarques avec Usual Suspect, tu fais oh putain, tu sais, les gens ils étaient là au taquet, c'est une émission dantesque et tout. Ouais. On voit des classiques du cinéma. On va voir Matrix et tout, ça va être génial. Alors, on se retrouve dans les 90e places. Quoi. Le prochain film est un cas de date. C'est un film qui est sorti en 99, mais je crois qu'il est sorti en France beaucoup plus tard, genre en 2002. Oula, si c'est 3 ans d'écart, ça... À mon avis, on va voir. Dis-moi tout. Donc, le prochain film de cette liste, c'est un film qui est sorti en 19 novembre 99. In Before the Lock. En Chine. Oh là. Et en 2001 en France. Donc, c'est un film chinois. Donc, pour moi, je pense qu'on devrait le mettre dans les années 2000. D'accord, vas-y. C'est The Mission de Johnny To. Toi, t'as vraiment pas envie de peupler le haut du classement si tu me dis ça. En plus, tu sais quoi, ça m'arrangeait de le mettre dans ce classement parce que on a eu un gros débat pour l'écriture de ce bouquin. Et le plus gros débat, c'était est-ce que The Mission est meilleur que Time and Tide, 2 films dont on n'a pas encore parlé. Voilà. Mais on en a dû en parler pour le bouquin. Moi, je soutiens que Time and Tide est plus incroyable. Et toi, t'es plutôt The Mission. Ah mais moi, je suis plutôt The Mission. Mais si tu veux, justement, on va le classer dans les années 90 à ce moment-là. Comme ça, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Est-ce qu'on le classe dans les années 90 ? Ah, il est sorti en 99 en Chine, c'est un film chinois. Ouais, c'est encore l'époque où ça sortait assez vite, voilà. Bon, allez, 90. Exception à 90. Bon. Allez, je scroll the fuck up quand même. Voilà. Parce que je pense alors que là, on a un bon là. Bon, alors, je tiens déjà à prévenir nos amis joggers fidèles qui nous écoutent. Ça y est, c'est parti. Que c'est le moment, si vous rêviez de faire le marathon en 6 heures, c'est là, le moment ou mur, jamais. Là, c'est le mur, les gars. Là, parce que The Mission, donc film de Johnny To, comme tu le dis, qui est un film extraordinaire. Enfin, vraiment, ça fait partie de ces films. Comment dire ? Tout est grandiose. Enfin, c'est un film extraordinaire. C'est un film extraordinaire. C'est un film qui a révolutionné la manière dont on faisait le cinéma à cet endroit-là, à ce moment-là. Voilà. C'est un film bien sûr qu'il a récupéré des codes, mais surtout il les a réinventés. Et enfin voilà, replaçons un peu le film dans son contexte, parce que c'est toujours important de placer un film dans son contexte. On le fait pas toujours. Hein. Pas toujours, non. Parfois, on parle aussi de simplement du fait comme on aime les choses passionnément. Voilà. Parfois, on aime en parler directement. Là, c'est peut-être important parce que c'est très très important. C'est un film important dans sa vie. Parce que tu l'as dit, c'est 1999, donc c'est après la rétrocession de Hong Kong à la Chine. La rétrocession, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, en gros, Hong Kong était une colonie qui appartenait aux Britanniques, mais c'était un concession, donc c'était un contrat de location, entre guillemets. Ça appartenait à la Chine pendant 100 ans. C'était un vague protectorat. Ça appartenait à l'Angleterre pendant 100 ans, et puis au bout de 100 ans, c'était restitué en Chine. Et donc, ce contrat est arrivé à terme en 1997. Et forcément, Hong Kong, suffit de voir les films hongkongais des années 80 surtout, c'était devenu un temple du capitalisme. Hein, Hong Kong, c'était justement parce que c'était en territoire chinois, donc très proche de la Chine, parce que ils ont beau être communistes, les mecs, ils ont quand même le sens du commerce, mais c'était plus facile de traiter avec les personnes de Hong Kong parce que justement ils étaient pas communistes. Enfin voilà, il y avait tout un rapport de faux semblants à ce niveau-là. Bref. C'était devenu une mégalopole très importante. Et il y avait aussi la peur aussi voilà. Vraiment, on avait peur du lendemain. Voilà, exactement. À quelle sauce on allait être bouffé. Et du coup, effectivement, le fait de retourner en Chine, c'était changer de régime politique, changer de régime économique. Qu'est-ce qui allait devenir de la liberté de circulation, de la liberté d'entreprendre, la liberté de faire ci. Enfin voilà, il y avait une vraie peur par rapport à l'État chinois, hein, qui était quand même une dictature communiste qui rigolait pas trop. Hein, faut quand même remettre les choses aussi dans le contexte. Donc il y avait ce sentiment-là qui a habité d'ailleurs tout le cinéma hongkongais des années 90. Et donc, à la vue de ça, quand à un moment donné, les John Woo, les Tsui Hark, les Ringo Lam
ont fait des cartons à la fin des années 80, début des années 90, on leur a proposé d'aller à Hollywood, ils ont dit oui, parce qu'ils ont dit ok, c'est les mecs, on va se barrer avant que ce soit la merde et que toute notre famille soit envoyée en tôle, on va pouvoir faire nos films aux États-Unis comme Et on faire les faisait beaucoup là-bas, d'argent. et faire beaucoup d'argent, et ça va être En génial. n'oubliant pas qu'en faire beaucoup d'argent sans que l'État nous vole, en fait, parce qu'il y avait aussi cette peur que les régimes communistes, ils prennent tout l'argent. Voilà, ils prennent tout l'argent, voilà, exactement. Donc, il y avait une fuite des talents de Hong Kong vers l'Occident. Hollywood. Et du coup, à 97, le truc aussi pour les cinéphiles, en plus, il y avait une concordance, c'est-à-dire que c'était l'époque où les cinéphiles avaient enfin accès à peu près potablement à ces films-là, et c'était le moment où ce cinéma se mourait parce que plus personne n'était là. Donc, qu'est-ce qui se passait, quoi ? Et est arrivé Johnny To, qui date pas d'hier, hein, Milky Way Company, enfin, il avait déjà réalisé, produit des films dans les années 80, mais il avait pas l'aura de ses congénères, et il avait pas encore forcément trouvé la formule. Et donc, il arrive sur un terrain abandonné, laissé en friche par tout le monde, donc le polar hongkongais, et il arrive avec The Mission. Et comme tu le dis, c'est un film qui a bouleversé les codes, c'est-à-dire que l'histoire est toute bête. Et ça, c'est un truc aussi chez Johnny To, c'est que la beauté de son cinéma vient de la simplicité, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un chef je sais plus si c'est chef de gang exactement ou chef d'entreprise un peu véreux. C'est un chef de triade. Ouais. Voilà, un chef de triade qui est menacé et qui engage donc des gardes du corps pour veiller sur lui. Voilà, scénario classique. Évidemment, ce type-là, il a des ennemis, donc il va y avoir des fusillades, des choses comme ça. Mais le twist là-dedans, c'est que Johnny To va traiter ça de façon va prendre un contre-pied total, c'est-à-dire que voilà, le polar d'Hong Kong qui avait fait la renommée du genre, c'était évidemment les John Woo, c'était des trucs complètement exubérants avec un effort de montage complètement maboule avec des chorégraphies, surtout une stylisation extrême. Voilà, une stylisation, c'est-à-dire des ralentis, des caméras qui bougent dans tous les sens. Voilà, des colombes, mais même Tsuyark, enfin je veux dire, il y avait on lâche la caméra et puis elle vit, voilà, il y avait vraiment un côté fou comme ça. Et Johnny To il prend le contre-pied, c'est-à-dire qu'il fait un film basé hyper statique, hyper lent, où les gunfights, il y a cette, enfin la scène qui est emblématique pour moi, c'est la scène du mall, en fait. Il y a une fusillade dans un mall et donc les types sont complètement statiques en train de tirer. Et le seul fait qu'ils bougent, c'est qu'il y en a certains sur des escalators et d'autres pas. Et donc, enfin, il recrée le mouvement par des éléments un peu incongrus de son décor. Et alors que ces personnages sont statiques. Et il y a vraiment tout ce jeu, en fait, tout en permanence tout le long du film, entre le côté, il faudrait que ça bouge et c'est statique. Le côté, la retenue, la pudeur. Enfin, il y a vraiment un truc, une façon de retenir et d'écrire un autre langage. Et il le fait pas juste pour faire un pied de nez, c'est-à-dire que il se sert de ce côté statique pour déployer une mise en scène qui est là pour le coup dans vraiment très méticuleuse aussi. Enfin, c'est le style de Johnny To. Voilà, Tsuyark Tsuyark était exubérant, John Woo il est un peu cinglé. Et Johnny To lui il est ultra méticuleux, c'est-à-dire que tout se passe par la composition de l'image, par le millimétrage du montage. C'est super dense en termes de composition. Voilà, c'est que chaque plan a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couches à analyser qui servent toutes l'histoire, qui servent toutes les scènes d'action. Enfin, ça reste des scènes d'action et c'est ça qui est formidable, c'est que dans l'absolu, c'est des types qui bougent pas, mais la scène fonctionne, la scène est dynamique parce que en termes de cadrage, de densité, de montage, tout est hyper précis, hyper méticulé et ça s'articule, un peu comme un espèce de puzzle géant qui prend vie devant toi. Et derrière son histoire super simple, et c'est pareil, c'est des personnages qui l'esquissent à peine au début. C'est-à-dire que tu connais leur nom, ils sont quasiment mutiques aussi. Ouais. C'est toujours un peu les mêmes comédiens de la garnison oui. de Johnny To. C'est-à-dire il y a Simon Yam, il y a Anthony Wong, Lam Suet qui est génial. Lam Suet qui est une figure récurrente du cinéma de Johnny To, qui est un acteur
extraordinaire. Moi, j'adore ce type-là. Et Moi, j'aime bien Simon Yam aussi. Ah bah oui, Simon Yam. En plus là, Simon Yam, c'est marrant parce que c'est peut-être le plus exubérant de tous en fait. Tu vois, c'est le plus folklore, on va dire. C'est le plus folklore de tous les personnages du film, parce que t'as Anthony Wong aussi qui est un peu le chef charismatique, mais qui est très mutique, très posé, machin. Enfin, voilà, il y a tout ce casting extraordinaire et extraordinaire. Surtout, ils sont bien utilisés, quoi. Et bien, ils sont filmés comme si c'était un peu des amis de la famille. Je pense que en termes d'innovation, pour une telle innovation dans le polar, je crois qu'il faut remonter au moins à Sonatine. Oui, bah ça, y a un petit côté effectivement Sonatine. Il y a pour ceux un exemple qui peut-être leur parlera plus, toute proportion gardée, mais ceux qui ont vu Jared de Sam Mendes, où justement c'est la guerre du Golfe avec des soldats qui ne font rien et qui se font chier, qui est filmé de manière hébétée, j'ai envie de dire. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est un peu la même mouvance en fait, sauf que The Mission a une portée artistique que n'a pas Jared, même si j'aime bien Jared, mais on n'est pas du tout dans les mêmes eaux, mais c'est sans doute un exemple qui parlera plus aux gens. Je pense qu'il y a plus de gens qui ont vu Jared que The Mission, mais on est un peu dans cette mouvance, c'est-à-dire on est dans une atmosphère qui appelle à quelque chose et on va prendre le contre-pied pour raconter quelque chose d'autre et surtout quelque chose différemment. Et comme dit, les personnages sont à peine esquissés et ils ne disent quasiment rien, et malgré tout en fait ils deviennent super attachants parce que tu te rends compte que une nouvelle fois c'est pas par les mots que va s'exprimer et que va se lier une véritable histoire d'amitié entre eux, et que c'est vraiment par les actions, par les petites attentions, par les gestes. Moi j'ai cette scène extraordinaire où à un moment donné dans le film il y en a un qui fait une connerie parce que évidemment il y a une histoire de femme à un moment donné, et il y a cette scène où ils sont assis face à face et il y a Anthony Wong qui a la tête baissée et qui met la main sur l'épaule de son camarade. Il dit rien d'autre, mais tu comprends à ce moment-là qu'en fait il lui dit t'inquiète pas, on est là pour toi, on va faire quelque chose, on va y arriver quoi. Et c'est ça qu'arrive à faire le cinéma de Johnny To, c'est que il arrive à dire tout ça avec juste des compositions de plans hyper méticuleuses. Enfin, il y a un truc extraordinaire qui se passe dans ce film là quoi. Bon, on est d'accord qu'il va aller haut. Ah bah pour moi, enfin The Mission c'est un film. Un film. Voilà. On est dans le top 10 là, je pense. Moi, si tu me demandes, c'est un film que je mets à hauteur de Fargo. J'allais te le dire. Qu'est-ce que tu regarderais avec plus de plaisir et dis-moi avec sincérité. Est-ce que là maintenant tu regarderais plus avec plaisir Truman Show ou The Mission? The Mission. Par contre, je regarde pas Fargo. Enfin, voilà. Fargo, mais je regarde The Mission plus que Truman Show. Ouais. Oui. Bah écoute, tu vas me faire mentir. Je pensais pas qu'il allait avoir du top, mais donc, The Mission est désormais le 4e meilleur film des années 90. Ah mais c'est un film, enfin. C'est un film extraordinaire. Extraordinaire. Il dure pas très longtemps et le sketch génial aussi, c'est la musique du. Tu te rappelles de la musique du générique du début? Ouais, je vois très bien, ouais. Qui est joué au clavier, bon tant pis. Oui. Le film démarre comme ça. Il démarre par un gunfight hors champ et genre. Voilà, dès la première par seconde, un gunfight hors champ qui donne un peu le côté débile de l'entreprise, quoi. Voilà, c'est ça, c'est cette espèce de clavier bon tant pis parce qu'il faut protéger dans un restaurant. Voilà, exactement. Et t'as ce clavier bon tant pis qui sort de nulle part. Tu t'attends pas du tout à avoir une bande son comme ça. T'as un gunfight, il est complètement hors champ. Tu vois rien, tu vois juste le résultat. Et le film démarre comme ça, tu fais waouh, où est-ce que j'ai mis les pieds? Et c'est un cinéma tellement intelligent, tellement beau, tellement unique, quoi. Extraordinaire, voilà. Voilà, la rédaction s'engage. Je pense que c'est exactement. Je pense que c'est un des meilleurs films chinois tout court. Hein. Ah ben je pense, ouais, c'est fin. D'ailleurs, alors la Chine est très très représentée quand même dans notre top Super Ciné Battle. C'est vrai. Parce que The Blade est premier. Bah je crois qu'on est financé par le Parti communiste chinois en fait, hein, c'est ça. Ah non, moi non. Au Patreon, tu sais. Même Laurent Argent au Patreon, je comprends pas. 4e The Mission. Once Upon a Time in China. Ouais, voilà. Non, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que tous les matins du monde quittent le top 10 et ça va être chaud pour le 6e sens. Ouais, mais c'est comme ça, c'est la loi du marbre. Hein, c'est la loi du marbre. Elle est aussi cruelle parfois, On a fini avec les listes de ces années 90. On remercie... Protection des PNJ. Ah merde, tu sais quoi Dis-moi quoi. J'avais encore une liste en rab, mais
Mais je crois qu'il faut quand même faire le film qu'on n'a pas fait la dernière fois. Oui, exact. Il y a un trou dans la liste des années 80. Il y a un trou des années 80. Allez, tu cliques. Et puisqu'on parlait de top 10, ouais. Voilà, je pense qu'on est forcé. On est dans un top 10. On est dans un top 10 complètement. Qu'est-ce que tu penses de Piège mortel à Hawaï? Alors, je crois qu'il nous a été envoyé par Spook, je crois. Si je sais bien. Alors, est-ce que tu l'as regardé seul ou est-ce que tu l'as regardé à plusieurs? Ah non, alors je l'ai regardé seul, parce que le problème c'est que dans mes montagnes, si tu veux, en termes de public, j'ai soit ma fille, qui je pense n'est pas forcément un film pour elle, soit mon fils. Même si je pense que je sais qu'il sait apprécier les femmes à gros nichons, mais je pense que il est un peu jeune. Ma femme, qui je pense je lui fais regarder ça, elle divorce, et des vaches qui ne seraient pas capables d'apprécier le spectacle. Donc non, j'ai dû le regarder tout seul. Donc grand film. Moi je l'ai vu avec deux très bons amis, puisque ils font tous les mardis ils se regardent un nanar. Et moi je leur ai dit justement j'ai un nanar à regarder, j'ai Piège mortel à Hawaï. Et je suis arrivé, donc je remercie Vincent et Max pour leur accueil. Ah forcément, ouais. Le gang, voilà. Le gang. Le gang. Deux êtres exquis et géniaux. Oui. Max qui réalise du total. Hein, voilà, oui. Max Donzel, l'inénarrable, l'incontournable, voilà. Voilà, donc vraiment, l'heure était à la punchline, je peux te dire. Comment expliquer à aux gens? Alors, au début, tout se passe dans un hangar. Un hangar que tu reverras plus après. Oui, mais alors... Tout se passe dans un hangar. Il y a 2 pilotes filles. Oui. Deux femmes. Blondes. Qui sont blondes et qu'on a du mal à distinguer. Voilà, en fait, moi, c'est déjà le premier truc avec le film, c'est que ces 2 femmes blondes à forte poitrine. D'ailleurs, le budget... Des femmes très belles. Bah oui, voilà, faut dire ce qu'il est, le budget poitrine est assez extraordinaire dans ce film-là, et effectivement, elles sont toutes très belles, mais elles sont mises à poil au bout de 20 secondes d'apparition du film, ce qui est un peu gênant. Alors, il y a une facilité de la nudité extraordinaire. Ouais, c'est assez déroutant. Et alors, dans ce hangar, à la fois, elles vont prendre l'avion pour aller... déposer des touristes. Déposer des touristes. Mais tu comprends 40 minutes plus tard qu'en fait, elles les connaissaient vu qu'elles les appellent par leur prénom. Ouais. Bon, ils ont peut-être parlé pendant l'avion, on sait pas. Oui, on Donc sait elles pas. vont déposer les touristes et en même temps, elles vont déposer un serpent. Oui, un serpent. Et alors, à un moment, tu te dis, ça va mal tourner pour le serpent parce qu'en plus, les mecs ensuite les appellent pour leur dire attention, vous avez pas pris le bon serment. Celui-là est mortel et contaminé. D'ailleurs, tu le vois jamais contaminé, tu le vois mordre, ce qui est très bizarre. Oui, c'est ça. Et si on s'arrête à ce genre de détails, on n'a pas fini. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elles sont à un moment au bord de la plage et il y a un mec avec un hélicoptère radiocommandé qui vient déposer quelque chose. Qui vient déposer un colis. En fait, on apprendra plus tard que c'est des diamants et c'est un trafiquant de diamants. Je pense que si tu mets des diamants, s'ils sont précieux et que tu fais un hélicoptère et que tu traverses la mer avec ton hélicoptère depuis ton yacht, il y a beaucoup plus de risques que de mettre un mec sur un radeau en fait, tu vois, mais genre tu perds mais surtout attends, et l'hélicoptère télécommandé qui a une portée de plusieurs kilomètres quoi. Portée de plusieurs kilomètres, il a une porte automatiquement rétractable et ça m'a tué, je me suis dit mais qui a pensé à un truc comme ça? Mais là, on s'attache aux détails et on n'a pas fini parce que... Oui, parce que les détails, c'est un film de détails. Il y a 2 goons qui arrivent, les méchants, ils viennent pour récupérer les diamants. Et là, les 2 blondes arrivent. Désolé, je me souviens plus du tout des noms. Ah, moi non plus. Je me souviens des seins, je m'en souviens bien, mais alors des noms, pas du tout. Et c'est un nanar, on le rappelle. Hein. C'est fait pour être grivois. Hein. Je sais. Oui, c'est vraiment... Oui, parce que, comme on l'a dit, on les voit, au bout de 3 plans, elles se foutent à poil, et puis après, elles se refoutent à poil. Moi, la scène, à un moment donné... Attends. Je vois très bien de quelle scène tu veux parler. Et là, elles récupèrent les diamants, et là, les 2 goons arrivent en disant « Oh, on va vous tuer !» Et là, les meufs ont des nunchakus sur elles. Mais même, il y en a une qui a une étoile de ninja dans sa botte. Et il y a une meuf qui a un shuriken, et elle le balance sur un gros... sur le gros goon. C'est un gros homme de main. Et elle les éclate et elle se casse avec les diamants. Voilà. Alors, le twist, c'est qu'il y a 2 boîtes de diamants, elles en perdent une lors de la bagarre. Mais ça, par contre, c'est un détail pas intéressant. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'après, elles se disent je vais bien prendre un bain. Non, c'est la phrase exacte, c'est ça. Elles viennent de vivre ça. Et la phrase... Tu noteras qu'au passage, elles ont déposé des touristes sur une île qui est censée être déserte.
Et elles se Elle font les laisse attaquer sur la plage en disant Oui. bye bye. Et elles se font attaquer par les trafiquants de drogue. Elles ont pas à un moment donné l'idée d'aller voir les touristes pour leur dire au fait il y a des trafiquants de drogue, il serait peut-être temps de se barrer. Non, ils les laissent sur place, pas de problème. Et donc elles viennent de se faire agresser, etc. Et elles sont là, puis elles sont à dos allergiques, puis il y a une qui fait oh écoute je vais prendre un bain, je réfléchis mieux comme ça. Quoi ? Et donc prendre un bain, c'est-à-dire y aller à poil toutes les deux dans une baignoire où l'eau arrive au nombril. C'est une baignoire. Je peux comprendre qu'on puisse prendre son bain avec un ami, c'est possible. Voilà. Et donc et là elle constate que c'est des diamants et puis tu remarqueras qu'elle ressortent sans s'être lavée aussi. Elle rentre dedans à poil, elle rentre dedans, elle regarde les diamants, elle se dit ah ben faut aller au restaurant. J'ai bien réfléchi, hop, c'est bon. Elles repartent. Et alors et ce film va de mal en pis. Et alors, pendant ce temps-là, le serpent, il s'est échappé. Et oui, il n'a aucun intérêt, à part un moment, il va bouffer les touristes. Oui, il va bouffer les touristes. Il y a cette scène extraordinaire où les deux touristes, dont évidemment un homme et une femme, et l'homme à un moment donné suggère à sa femme de se foutre à poil pour se prendre en photo sur la plage. Ils se prennent en photo, et il y a le serpent qui débarque, et le mec il le prend avec le Polaroid. Enfin bref, c'est... Mais alors, justement, le film, il démarre comme ça. Tu fais, mais... What the fuck, où est-ce que je vais? Alors moi, le début est mou comparé à ce qui arrive après. C'est qu'en fait le début est un peu mou parce que moi dans les nanars en fait les nanars grivois c'est pas ce que je préfère. Voilà. Autant j'aime bien les paires de nichons, il y a aucun problème avec ça. Il est très premier degré celui-là. Voilà. Mais autant là enfin voilà il y a vraiment ce côté étalement nichon machin, tu sais un peu à la Pornosoft M6. Bon c'est pas forcément ce que je préfère dans le nanar. Et le début est assez long comme ça et je trouve ça un peu mou. Je fais ouais ok. Bon, je vois pas où ça va venir. Puis arrive une scène où, parce que ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, ce qu'on n'a pas dit, parce qu'on oublie plein de détails, c'est super compliqué le scénario. J'ai mis 1 heure avant de comprendre ce qui se passait dans ce film. C'est qu'en fait, ces nanas, il y en a une, c'est apparemment un agent des stupes, et l'autre, c'est une agent des stupes qui est sous couverture. Et on les reconnaît parce qu'elle a un shuriken et l'autre nunchaku. Voilà, exactement. Donc, et elles ont des partenaires masculins qui sont sur une autre île d'Hawaï, qui sont aussi, a priori, des stupes ou agents secrets, je sais pas quoi. Enfin, ils s'emmerdent, ils font du karaté sur leur bateau. Bref. À un moment donné, elles appellent à la rescousse ces types-là parce qu'elles se disent « Oh, des diamants avec des trafiquants de drogue, c'est bizarre. On va peut-être appeler nos copains. » Bref, les mecs, ils arrivent en jeep. Ils sont sur une route tout seuls, une espèce de route qui est un peu en forme de, un peu en colline, tu sais, ça monte, ça descend. Et là, croisent. Incroyable, parce que c'est un truc que je dis en plus dans la vie. Parce que c'est un truc que je dis souvent quand je veux voler des frites à quelqu'un. Je lui dis cette phrase, je dis tiens, regarde un acrobate. Voilà, c'est exactement. Et c'est ce que je dis. En général, le temps que je te le dis, je t'ai volé ta frite. Voilà. Le truc, c'est qu'il le dit vraiment. Et là, parce qu'il regarde et il y a un acrobate, il y a un mec qui fait du skate sur les mains. Les mains. Sur les mains, qui vient à contresens d'eux. Et effectivement, il y a un acrobate. Il y a un acrobate et il fait un contresens. Ensuite, il arrive à la voiture. Oui, parce qu'il y a une autre voiture garée derrière. Il y a une autre voiture garée derrière. Et là, il va faire un truc que je ne comprends pas et j'essaye encore de comprendre ce qui se passe. Moi, je comprends, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils montent dans la voiture et on découvre en fait que c'est un des deux goons qu'on avait vu tout à l'heure. Ils montent dans la voiture, ils reprennent la voiture, ils doublent les héros pour passer devant eux. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont pas stationnés dès le départ? En fait, pourquoi est-ce qu'il est venu à contresens en faisant le poirier sur son skate? Je ne sais pas. Bref, il les redouble et il revient. Et là, il refait le poirier sur son skate. Mais il a un fusil cette fois-ci un fusil et une poupée gonflable. Et donc, en fait, pour moi, ce que j'ai compris, tu vas me dire si ma théorie est exacte, c'est que il utilise la poupée gonflable pour se camoufler, c'est-à-dire pour détourner l'attention, pour pas montrer aux gentils qu'il a un fusil dans l'autre main. En plus, le plan, il est complètement débile. Et c'est une poupée gonflable de sex shop vulgose des années 80. Hein. Oui, c'est vraiment le vrai truc, quoi. C'est la vraie poupée gonflable, mais en plus, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il prend un fusil. Il a qu'une seule main, parce que l'autre, il tient la poupée gonflable. Il prendrait un pistolet, il aurait 10 fois plus d'efficacité. Enfin, bref. Et donc, ils foncent sur eux, planqués derrière sa poupée gonflable avec son fusil. Il leur tire dessus. Et alors là, c'est le génie. Et là, voilà. Il y en a un. Parce que, c'est pas le mieux, hein. Voilà, écoutez. L'un des deux gentils se dit, il faut contre-attaquer. Bah oui. Et là, il regarde sur la banquette arrière et il a un bazooka. Exactement. Et j'ai jamais vu un mec sur un skateboard se faire défoncer par un tir de bazooka. Et il le défonce. Et il sourit et il dit, sans cette arme-là, je manque toujours ma cible. Voilà, exactement. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il rentre dans le mec en marche arrière, le type décolle, il les défonce au bazooka, mais ce qu'il y a de mieux encore, c'est que, après la poupée gonflable,
il tire une deuxième roquette pour niquer la poupée gonflable. Elle a rien à faire. Qui n'a rien fait du tout. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu tires sur une poupée gonflable avec ton bazooka? Il y a tellement de questions. Comment ils se sont... Tu sais, c'est ça qui est le génie de ce film. C'est que t'as l'impression qu'ils avaient plusieurs choix et ils font toujours le mauvais. C'est ça. Ou alors ils avaient plusieurs choix, ils n'en ont pas fait. Je sais pas. Il y a un moment, le plan, c'est il faut s'introduire dans une maison et le plan, c'est qu'il y a un garde avec une mitraillette et il aime faire sa pause, faire du frisbee avec les filles sur la plage. Voilà. Et alors du coup, ils se disent, on va introduire Donna pour qu'elle fasse du frisbee avec lui et ensuite. C'est le mec, c'est Eddie ou je sais plus, c'est quel mec qui va le remplacer. Alors je me rappelle plus du nom des mecs. Par contre, les acteurs, c'est Ron Moss et Ron Moss en fait, c'est un acteur de nanar que certains connaissent bien. C'est Ron Moss qui lui envoie le frisbee. Il lui envoie un frisbee avec des bouts de des lames de rasoir. Des lames de rasoir. Et donc hommage à Mad Max 2. À Mad Max 2, donc les lames de rasoir traversent les doigts et vont se planter dans la gorge du grand méchant. C'est quoi pour moi? C'est une V1 qu'ils ont filmé directement, quoi. Mais par contre, ils ont beaucoup de moyens pour le faire. Oui, alors c'est ça qui est étrange. Et justement, on en discutait parce que le grand débat qui anime le Super Ciné Battle Universe depuis quelques jours, du coup, c'est mais par rapport à un Samurai Cop, comment ça se place? Et le fait est que dans ce film-là, donc Piège mortel à Hawaï, tu sens qu'il y a déjà plus de moyens que dans un Samurai Cop, c'est-à-dire que il y a certains plans, je pense un peu filmés au hasard, qui sont à peu près réussis. La photo, il y a des trucs, c'est un peu, enfin il y a un côté moins amateur que dans Samurai Cop, c'est-à-dire que il y a un côté Samurai Cop, c'est-à-dire que t'as des moments magiques avec le côté merde, faut qu'on tourne la scène, le mec il s'est rasé les cheveux, faut qu'on lui mette une perruque, tant pis si elle tombe. C'est vraiment que ça fait cheapos. Voilà. Alors que là c'est calculé en fait, tu vois. Il y a un côté. Je pense pas. Je pense qu'ils l'ont fait vraiment calculé. Sérieux. Oui, mais c'est-à-dire que oui, ils l'ont fait sérieux. C'est ce que je pense. C'est ce que je dis, c'est que à un moment donné, t'as pas de moment magique où ça dérape. C'est-à-dire que ça dérape pas, c'est prévu par le script, tu vois. Alors que Samurai Cop, il y a ce côté, la moitié des trucs magiques sont pas prévus par le script, clairement pas quoi. Alors il y a un truc, c'est que vous avez tous peur parce que le serpent il rôde quelque part. Ah oui, le serpent, il va rentrer dans les égouts et on le reverra jamais, à part il va ressortir par les chiottes à la fin. C'est la manière de téléphoner un plot la plus incroyable. Je sais pas qu'est-ce qui me... Évidemment, tout le monde pense au skateboard. Parce que t'as l'impression vraiment que c'est les inconnus, hein. Oui, non, le skateboard, en fait, c'est le moment où mon film, il décolle, tu fais... Qu'est-ce qu'ils font? Mais le serpent qui sort des chiottes, oui, c'est... Il y a une scène que j'aime bien, c'est celle où Eddie, donc la jolie brune propriétaire du restaurant, elle se fait capturer. Alors là, j'ai jamais vu une capture aussi cruche que celle-là. Oui, c'est vrai. Elle s'est capturée, on l'attache. Évidemment, il y a une meuf, je te jure, c'est une oui, je l'ai vu. C'est une tortionnaire SM au nunchaku. C'est qui ça, vient pour lui donner des baffes pour la torturer. Je peux te dire qu'elle va balancer tous les secrets. Et pendant ce temps-là, c'est deux copines qui savent que leur copine a été capturée. Qu'elle a potentiellement le risque d'être torturée parce qu'elles ont identifié le fait que c'était un grand baron de la drogue et que c'était un mec dangereux quand même. Elles sont au courant quoi. Ah putain, on parlera du baron de la drogue. Bah oui, bien sûr, on en parlera après. Mais Seth Romero. Pendant que elle est en train de se faire torturer, les deux filles, elles se disent bah on va coucher avec les mecs. Bah voilà. Et alors il y a la scène de cul la plus gênante que j'ai vue depuis The Room en fait. Est-ce que t'as compris comment, à un moment donné, dans la position où ils sont, un pénis peut rentrer dans un vagin? Non, c'est... J'ai pas compris non plus. J'ai pas compris. Alors peut-être c'est le nombril. Mais je pense il y a peut-être un truc, je sais pas. Je pense que comme The Room, tout ça, c'est des gens qui pensaient que ça se faisait comme ça. et que c'est comme ça que le cinéma se fonctionne. Oui, j'avoue, j'ai pas compris. J'ai repassé plusieurs fois en fait, j'essaie de comprendre vraiment. Tu vois, c'est d'un point de vue scientifique, ça m'intéressait de savoir ce qui se passait dans cette scène, mais je n'ai pas compris. C'est du grand cinoche. Ah ouais. C'est du nanar XXL. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que le bazooka, il va pas servir qu'à ça. C'est qu'à un moment donné, justement, il y a la brune qui est en mode bondage sur un mur. D'ailleurs, quand elle se fait libérer, son copain il trouve rien de bien faire. Il fait, attends, je vais chercher du cul.
Je vais chercher un fouet et du cuir. Genre, ok. Elle s'est fait torturer. C'est le mec de l'année quand même. Elle s'est fait torturer, elle est attachée, elle était à 2 doigts de mourir, le truc premier, attends, je vais chercher un fouet. Oui, parce qu'en plus, ça tirait dans tous les sens. Peut-être qu'elle a eu peur, hein, je sais pas. Mais justement, donc la nana est attachée, il y a un méchant qui est là avec son arme à feu pour défendre le truc, et il y a le héros, Ron Moss, qui débarque dans la pièce avec son bazooka à quadruple canon, attention, c'est important. Et c'est des armes qui ont été designées exprès pour le film. Il y a du budget, les gars. Hein. C'est de la direction artistique de haute volée, c'est du crafting d'armes vraiment poussé, quoi. Et donc il se planque derrière le canapé pour essayer d'échapper au méchant. Et ce qui est bien, c'est que déjà le méchant il se planque derrière un paravent, l'autre il a un lance-roquette, mais il n'a pas l'idée de tirer à travers le paravent pour se débarrasser du mec. Et tu sais, il y a cette espèce de trucs qui sont à 2 mètres de distance où il dit je me planque, ah non, attends, j'essaie. Et ça dure 20 secondes comme ça jusqu'à ce qu'il décide de lui tirer une roquette pour le faire traverser le mur. Voilà, c'est complètement extraordinaire. Et surtout, le lance-roquette servira à éliminer le serpent. À moins d'1 mètre aussi. Ouais. À moins d'1 mètre, qu'est-ce qu'on fait ? On élimine le serpent avec le lance-roquette. J'ai passé un très très bon moment. Oui, j'étais avec des amis, on était dans la bonne ambiance, et c'est comme ça que ça se apprécie les nanars. Bah écoute, moi j'ai vu Justice League la veille, et franchement, c'est pas comparable. Je préfère Justice League. J'ai préféré Piège mortel à Hawaï, évidemment. Et surtout, c'est un film, je sais pas si t'as remarqué, alors ça c'est un détail de connaisseur, mais il y a de la nanarception dedans. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que les 2 blondes à forte poitrine qui sont agents secrets, taxi volant et livreurs de serpents, c'est un CV déjà bien chargé quand même. Et combattante Nunchaku Shuriken. Oui, Nunchaku Shuriken. Il y a aussi ce passage où le héros il sort du van avec une moto, alors que le plan d'avant t'avais tout le monde dans le van, t'avais pas de moto. C'est très bizarre. C'est très étrange. Et bref. Évidemment, si vous aimez les dialogues des années 80, vous allez kiffer. C'est à base de... les femmes, elles ne peuvent pas faire ça. Voilà, exactement. Donc, ces 2 blondes à forte poitrine, agents secrets, machin, on va pas refaire tout le CV. Elles sont en plus fans de nanars d'action. Et il y en a une des 2 qui collectionne les affiches de nanars. Donc, elle en a une, je crois qu'elle a un nanar allemand. Elle le dit, c'est une rareté. Et il y a notamment, elle a aussi l'affiche de Malibu Express. Malibu Express qui est le précédent gros succès du réalisateur, en fait. De Randy Sidaris. De Randy Sidaris, qui est l'autre gros succès de Randy Sidaris, et il y a une référence comme quoi, en fait, c'est un univers partagé, en fait. C'est le Randy Sidaris Cinematic Universe. Voilà, le Randy Sidaris Cinematic Universe où on te dit que le personnage de Malibu Express a réellement existé et que c'est un agent secret qui s'est retiré pour devenir une star de cinéma. Voilà, enfin, vraiment, il y a un côté nanarception qui est en plus absolument délicieux, quoi. Où est-ce qu'on le met ? La question est, est-ce que ça va au-dessus de Samurai Cop ? C'est une question qui nous allume et qui nous taraude et qui nous... Voilà, c'est... je ne sais pas. Écoute, c'est en tout cas un très très grand cru. Moi, je ne saurais que trop recommander. Enfin, c'est... Ah oui, c'est grandiose. C'est vraiment... c'est un pied insoupçonnable, quoi. Rappelons-le, c'est dans les années 80 pour ceux qui essaient de suivre avec la liste. On est retourné aux années 80. Où est-ce qu'on le met ? Est-ce qu'il mériterait pas sa place sous Samurai Cop ? Je pense que de toute façon, ils vont pas être très loin, quoi. Enfin, c'est un package. C'est un package. Bon, et bah écoute, c'est le 142e film des Piège mortel. Alors ça... Il vient de faire son entrée juste au-dessus du Grand Bleu. Voilà, de Grand Bleu, de Nimitz. On vous cache pas que pour... Alors d'habitude, nous, on dit acheter les DVD, tout ça. Celui-là, c'est un peu compliqué. Je sais pas, peut-être que... Parce qu'autant Samurai Cop, c'est sûr, il était réédité dans des super éditions, machin. Fond, ouais. Celui-là, honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout s'il était réédité dans des conditions évidemment, convenables. c'est un film qui a sa fiche sur Nanarland. Bah évidemment, oui. Et forcément. si vous y allez, vous allez voir beaucoup de nudité gratuite. Voilà, parce que c'est... On a même pas parlé ni du travesti. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un travesti, oui. Ni du méchant. Le travesti qui est trahi par sa bague. Oui, le méchant qui s'appelle Chang.
Oui, oui. Chong, mais alors, il est pas du tout asiatique. Ce qui est génial, c'est qu'il raconte son plot en disant sa mère est chinoise. Sa mère est chinoise, son père est anglais, je sais pas quoi. Puis le type, enfin, il est. Le type, c'est Higgins, quoi. Genre, il est random blanc, quoi. Oui. D'ailleurs, ça m'a posé un problème à un moment donné parce que justement, il parlait de Chang et je comprenais pas de qui il parlait en fait. Et tu sais, genre, jamais tu mets en relation ce nom avec ce vieillard blanc. Ça n'a aucun sens, quoi. Mais voilà, c'est un film qui est trouvable en DVD, ceci dit, je pense. Ah bah mais voilà, mais c'est à voir absolument. C'est vraiment à voir absolument. C'est vraiment, c'est un de mes nanars favoris de tous les temps. Et je veux pas dire qui meurt, mais le mec qui tombe, qui tombe de, genre tous les mauvais choix. Le mannequin en mousse. Oh là là, c'est. Mais alors j'ai bien aimé l'idée du générique quand même. Le générique, il s'en finit pas. C'est des noms scotchés sur des boîtes. C'est des noms mais en fait, je trouve l'idée vachement bien. Le seul problème, c'est qu'effectivement, c'est des feuilles qu'ils ont scotché, qu'ils ont imprimé, qu'ils ont scotché. Donc, le logo est super bien, rend super bien. Ça, tu dis ouais, c'est une jolie impression sur la boîte. Et puis après, c'est juste des feuilles marron qui sont scotchées sur. Bon, ça le fait un peu moins. Mais j'aime l'idée, tu vois. J'aime l'idée qu'il y a derrière. On a passé vraiment un très très bon moment. Et c'est un film que je suis prêt à revoir avec des gens qui sont prêts à regarder des nanars. Oui, non, mais vraiment, ouais, c'est vraiment un super client. Autant t'as des nanarcules, des choses comme ça, ou que je trouve très compliqué à regarder. Comme Samurai Cop, tu ne t'ennuies pas. Il se passe toujours des trucs. Exactement. Il se passe toujours des trucs. Il se passe beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Beaucoup de nudité gratuite, une scène de cul absolument abominable. Abominable. Mais tu rigoles. On comprend rien ce qui se passe. Hein. Enfin, vraiment, c'est assez hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant. Et putain, mais quel film, quel grand film. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Et ça serait le bon moment de faire une reco, mon pote. Ben oui, les recommandations, parce que mine de rien... Reparti. Ah bah c'est reparti, hein, il faut bien... Donc je vais recommander l'Islande. Hein. Première chose. Parce que quand même, c'est cool, l'Islande. Non, plus sérieusement, enfin même si je suis sérieux, hein, aller en Islande, c'est vraiment bien. Plus sérieusement, je vais recommander un livre, figure-toi Daniel. Et c'est un espèce de concours de circonstances, puisque ce livre, c'est un livre sur le basket, et c'est un livre qui s'appelle Trash Talk. Et Trash Talk, en fait, à la base, c'est un site internet qui parle de l'actualité de la NBA. Et en fait, c'est un site qui a été monté par un jeune homme qui, à l'époque, était étudiant. Il voulait passer son CAPES d'anglais, donc il voulait devenir prof. Heureusement, il est revenu à la raison. Et il s'est lancé dans l'aventure Trash Talk. Donc, c'est un site d'actualité avec un ton post-moderne en fait sur le basket américain, avec à la fois des analyses super sérieuses et des partis pris et des univers complètement barrés parfois, et donc ils ont fait un bouquin de tout ça, et c'est un bouquin de liste en fait. Intéressant. Et c'est un bouquin de liste, il est. On n'est pas chiant, on recommande quand même les bouquins des autres. Hein. Ouais, mais et en fait, donc c'est un bouquin de liste, et c'est pareil, et c'est un peu. Alors c'est pas le même axe, etc. Mais il y a un peu une correspondance avec ce qu'on a voulu faire nous avec notre bouquin, c'est-à-dire que c'est des listes avec parfois des trucs sérieux, voilà, parce que c'est vachement instructif en fait. Il y a vraiment des points hyper techniques sur la NBA, et à la fois parfois des trucs complètement absurdes, des listes pour blaguer. Alors c'est l'humour insider, c'est-à-dire que faut connaître un minimum la NBA pour apprécier certaines blagues. C'est vraiment un truc de passionné, mais c'est un humour parfois complètement décalé, complètement débridé, mélangé avec des listes parfaitement sérieuses, hyper instructives, et dans une maquette foutraque, un peu pop art, machin. Enfin, il y a vraiment un truc, c'est un super bel objet. Et si t'aimes un peu la NBA et que tu vas apprendre des trucs et te marrer en même temps, et ben c'est vraiment un super bouquin. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi leur coup. T'apprends plein de trucs, c'est plein de trucs marrants. Enfin, et voilà, t'as tous les trucs. T'as à la fois en gros, si jamais tu dois regarder que certaines finales de NBA, tu regardes que celle-là. Qu'est-ce qui se passerait si tel joueur avait fait ça, ou voilà. Enfin, t'as des. Ça m'intéresse. J'ai envie de combler mes lacunes. Voilà, et c'est vrai. Moi, j'écoute les podcasts de basket, moi en général. Donc eux ils ont aussi des podcasts, ils ont aussi des vidéos, ils sont hyper actifs. Trash Talk, enfin les mecs ils te sortent je sais pas combien de formats par semaine, mais je pense qu'ils ne dorment jamais. Ah ouais, ah ouais, ils sont complètement mamoules, mais c'est ça qui fait le truc. Ils sont sur Twitter, c'est pareil. En fait, ils commandent la plupart des matchs en direct sur Twitter, et en fait tu vois les pétages de plomb sur Twitter. c'est assez génial, et tu retrouves vraiment tout cet esprit dans le bouquin.
Et voilà, si tu t'intéresses un peu à la NBA, que tu connais un tout petit peu son histoire, enfin voilà, si globalement Michael Jordan, t'as compris qu'il jouait pas aux Celtics, c'est un bon point de départ. C'est vraiment un super bouquin pour, je pense aussi, renouer un peu avec le basket, avec ce pourquoi t'aimes ce sport qui est un sport qui est quand même vachement nerveux. Ça marque beaucoup de points, t'as déjà super spectaculaire, voilà. Et tu retrouves tout ça dans l'écriture, dans la mise en page, et vraiment gros coup de cœur pour le bouquin Trash Talk. Bah écoute, c'est quoi le basket, c'est comme le catch en fait. Je regrette toujours de pas m'être intéressé plus tôt parce que je trouve qu'il y a tout un truc de civilisation avec le basket qui est assez intéressant. Et... Oui, ouais, c'est un univers, voilà. J'essaie d'écouter des podcasts de temps en temps et tout. J'en ai quelques-uns dans ma tracklist, genre Poster Dunk et tout. Mais... Ouais, non, il y a des très bons podcasts sur le basket. Et en fait, je trouve que les gens qui parlent de basket, en général, parlent mieux de basket que si tu faisais un podcast sur le foot, en fait. C'est que le foot, ça tombe vite. Alors que le basket, il y a vraiment un truc de je sais pas, de culturel de basket qui est assez fort, en fait. Oui, puis bon, après, moi, j'aime pas le foot. Il y a aussi dans le foot, hein, mais... Après, j'aime pas le foot, mais c'est vrai que le basket, c'est plus propice aussi c'est plus propice à l'anecdote, plus propice au truc un peu débridé, parce que justement c'est un sport qui tire son intérêt du fait que c'est spectaculaire, que ça marque beaucoup, que t'as des violentes contre-attaques, que t'as plein, c'est un peu la boxe de ces générations. Voilà, c'est ça, t'as tout un système qui fait que de toute façon un match t'as souvent 100 histoires à raconter sur un seul match, quoi. Donc t'as ce côté là, quoi. Donc c'est assez riche, t'as plein de trucs et tu peux piocher dedans, quoi, facilement. Et pour ma part, je vais recommander un film, et c'est un film que j'ai vu il y a pas si longtemps, et j'avais vu le dernier film du réalisateur en question. C'est un film qui s'appelle Snow Therapy, et c'est réalisé par Ruben Östlund, qui a donc réalisé juste la Palme d'Or cette année, quoi. Voilà. Donc je pense pas qu'il a beaucoup d'avenir dans ce métier, mais bon, c'est bien d'essayer, voilà. Non, c'est vraiment dommage, hein, quand même. C'est tous ces mecs là comme Fincher là dont on a parlé là, c'est qu'on verra jamais. Et Ruben Östlund donc a fait ce film qui s'appelle Snow Therapy, qui se déroule dans les Alpes, en France, et même si c'est vraiment la toile de fond, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est une famille de touristes suédois, et tout à coup, il y a une avalanche, et pendant l'avalanche, maman, elle reste avec les 2 enfants, tandis que le mec se barre. Alors, je dois dire qu'il n'a pas demandé les droits d'adaptation de ma vie pour faire ce film. En fait, j'attends de voir la famille entière j'ai envie que vous regardiez ça tous ensemble. Et évidemment, c'est assez drôle, parce que évidemment le mec va dire non, je suis resté là. et au bout d'un moment, et ça va virer au cosmodrame, quoi. Et c'est superbement filmé. C'est vraiment trop beau, quoi. Enfin, tu sais, la montagne, quand c'est bien filmé, même une station de ski qui est un peu plus, c'est la forme industrialisée de la montagne. C'est quand même toujours très beau, et quand c'est bien maîtrisé, la photo est trop belle. Il y a une vraie maîtrise, et il y a une maîtrise du rythme et tout, et c'est un film qui te donne pas envie d'être en famille, en fait. De toute façon, oui et non, c'est-à-dire tu verras, il y a une espèce de morale très bizarre dans ce film. Après, en même temps, les pays nordiques comme ça, enfin, il y a ils ont une, on parlait de la cruauté des Coréens. Mais la cruauté psychologique du cinéma nordique est assez maboule, en fait. Je vois de qui tu penses. Oui, là, non, voilà, Mais donc, voilà, Snow Therapy est un vrai film d'humour très noir. Je saurais que trop vous le recommander. En plus, j'imagine qu'il doit être sorti en DVD en même temps que, dans des packs avec The Square. Donc, vous allez voir vraiment le summum de la noirceur venu de la Suède. C'est vraiment très bien. Je saurais enfin, vraiment, je vous le recommande. Et en plus, pour l'anecdote, il y a un mec qui s'appelle Christopher Ivju qui joue dedans, qui est ou Ivju, qui est norvégien, et tu le connais puisque c'est le barbu le très barbu dans Game of Thrones. Tu sais, le sauvage. Oui, tout à fait. Tormund. Oui, Tormund, ouais. Tormund, et qui se fait briser la colonne vertébrale par Dominic Toretto dans le dernier Fast and Furious. Exactement, j'allais y venir, c'est voilà. lui. Mais il a vraiment une tête vraiment purement... Enfin, le mec, il prend la caméra... Enfin, tu vois qu'il est là, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc... Il existe. Il y a une telle présence, ce mec. Donc voilà, Snow Therapy, je vous recommande vraiment très fort. Eh bien, écoute, je vais le mettre dans ma playlist. Mais je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui, les loulous. Je pense que c'est pas mal, ouais. On a fini pour aujourd'hui. On vous remercie de votre fidélité.
On vous remercie d'être toujours là pour les années 90. On sait que vous aimez ça, les années 90. Et je dis pas ça comme Dorothée qui disait votre série préférée, alors que c'est quoi qu'il arrive, elle disait votre série préférée. Oui, quelle que soit la série, ouais, c'est ça. Ça m'agaçait, genre, qu'est-ce que t'en sais? Elle aurait fait une très bonne youtubeuse, remarque. C'est vrai. Et écoutez, ça nous touche beaucoup que vous soyez toujours là. Ce qui nous touche encore plus, c'est que vous ayez précommandé notre bouquin. Oui. Et donc, on l'a annoncé, notre projet, c'est fin avril, c'est de faire un live et donc de rencontrer plein de gens. Et en plus, on a eu des librairies qui nous sont mis en contact avec nous pour éventuellement faire des séances de dédicaces quelque part partout en France. Donc on y pense. Faut pas oublier que parmi nous il y a un professeur, donc il peut pas le faire en jour, il peut pas le faire en semaine, quoi. Voilà, c'est ça. Disons que si je pose un arrêt maladie et que je me retrouve à faire des dédicaces à Rennes le même jour, je pense que ça va être un peu compliqué à justifier. On va mal le prendre. En plus, ils vont écouter les podcasts, ils vont se dire non mais attends, ils se foutent de notre gueule. C'est ça. Donc on vous remercie vraiment beaucoup. De votre aide et de votre soutien, voilà. Oui, parce que voilà, on nous posait la question que on parle beaucoup du format du podcast en ce moment et du financement, etc. Et on nous posait la question dernièrement, c'est mais vous, est-ce que vous financez avec? La réponse est non. Pour l'instant non. Et, voilà, et justement, c'est pour ça qu'on lance le Patreon du RPU qui va nous permettre de lancer d'autres podcasts. C'est pas juste un pourliche, c'est vraiment quelque chose qui va aider à produire d'autres nouveaux podcasts. Il y en a un de jeux vidéo, il y en a un de bande dessinée. Vous pouvez découvrir ça sur patreon.com/RPU. C'est vraiment un projet à long terme et on vous remercie de nous soutenir. Et puis il y a quand même un truc, c'est que il y a un palier qui concerne Super Ciné Battle et qui agrandira Super Ciné Battle. On mettra plus de listes. Parce que j'ai envie de vous dire que cette fois-ci, on est tombé sous les 2 listes, quoi. J'ai honte. Ah, mais on avait plein de choses. Mais en même temps, tu glisses The Mission dedans. Dans la même mission, t'as The Mission et Piège mortel à Hawaï. Comment veux-tu qu'à un moment donné, ça dérape pas? Et Usual Suspect. Voilà. Non, mais voilà, si c'est. Si tu savais la liste après que j'avais pris, mais bon, là, on est vraiment trop. Mais voilà, si on arrive au palier qu'on veut. Mais rassurez-vous, encore une fois, ça ne change absolument rien à After Eight. After Eight, il n'est pas concerné du tout. C'est toujours la même cam. Et même celui-là, ça sera toujours gratuit. Il n'y a pas de pub ou de machin. Non, on va pas s'interrompre pour dire, papa, tu sais, pendant que papa il parle d'Usual Suspect, et moi je vais, attends papa, il faut que tu t'abonnes à la Wooshbox. qui t'envoie des merdes tous les mois, des trucs que t'aurais pas acheté en temps normal, et ben on te les envoie dans une boîte. Mais tu sais, Daniel, que je suis en train d'enregistrer cette émission avec ce superbe Mac machin truc. Voilà. Non, ça ne fera pas. Voilà, ça ne fera pas. Fuck this. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais autant qu'à faire continuer à me regarder dans une glace, quoi. Voilà, donc voilà, je pense que ça nous correspond. C'est vrai que c'est moi qui l'ai écrit et chapeauté tout ce truc, mais c'est aussi pour faire bénéficier les émissions qu'on fait. Et advienne que pourra, et merci de nous soutenir. Stéphane, dis-nous tout. Où peut-on te retrouver? Écoute, évidemment dans le RPU avec Parle à mon Luc, donc Valérian qui est sorti là la semaine dernière. Et le prochain After Eight, je crois. Le prochain After Eight. Sujet secret. Voilà. Sujet secret, mais je serai dedans. Ouais. Et puis il y en a plusieurs qui sont prévus où a priori je reviendrai vous enquiquiner. Puis donc voilà, c'est déjà pas mal. Toujours Sens Critique, Plugin Papa, Twitter @gkpluginbaby, Gamecult. Je ne désespère pas d'avoir peut-être des choses qui vont tomber dans les prochains temps. A priori. Je suis dessus là justement. Je fais Okuto Gagotoku qui est Ken le survivant. Voilà. Mitsu Yakuza. Voilà, donc voilà, et puis c'est déjà pas mal. Et toi, Daniel, où est-ce qu'on peut te retrouver? Camille Robotique sur Twitter, et donc je vous l'ai dit, bientôt à nouveau sur Gamecult, j'ai fait Metal Gear Survive, et je fais 2-3... Enfin non, en fait je fais rien du tout, puisque entre le bouquin et le RPU, j'ai pas eu le temps de faire de choses pour gagner ma vie. donc voilà, je vais faire gagner mes jeux, sachez-le. Il y a une loterie, je fais gagner des jeux, ma collection personnelle, voilà.
C'est quand même un business plan complètement foireux, on est d'accord. Ouais, alors je pense qu'effectivement, on irait voir un économiste, il nous dirait, mais qu'est-ce que vous faites les gars? Donc on espère vraiment que vous allez nous soutenir. En fait, nous on ne sait pas où on va, on compte sur vous. Voilà. Et on a mis le temps, et c'est parce que on voulait faire quelque chose de bien et qui aille dans votre sens et qui aussi nous aide vraiment pour cette entreprise. C'est pas genre c'est pas. Alors c'est la Startup Nation, mais pas n'importe comment, tu vois. Ah non, c'est pas la fake. Donc on vous embrasse très fort. N'oubliez pas, le podcast, vous pouvez le retrouver sur supercinébattle.fr. Il est aussi disponible sur toutes les applis que vous disposez pour les podcasts. Sur YouTube, Daniel, n'est-ce pas? Sur YouTube aussi, on continuera à le mettre sur YouTube, évidemment. Et puis voilà, je crois qu'on a tout dit, mon loulou. Ben, je pense qu'on a tout dit, on a été concis et précis, voilà, c'est le plus important. Maintenant, on va enregistrer des bonus pour après. Voilà, quel teasage. Bon, on vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt. On continue les années 90 avec vous. On vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Très bien. Fais pivoter tes mains. Ouais, c'est bien. Ouais, ça va. Attention. D'accord. C'est très bien. Jed, tu vois ces doigts? Ce sont des armes mortelles. Ah, tu crois? Confucius a dit: main meurtrière dangereuse pour la vie du guerrier, il doit faire attention quand il se met de l'aftershave. Ouais. Je suis pressé de revoir Eddie. Ouais, je te comprends. Elle est vraiment mignonne. Pas comme ma première femme. Ma première femme s'amusait à tondre la pelouse totalement nue. Que disaient les voisins? Que j'ai pu l'épouser que pour son fric. C'est vrai? Regarde, Roddy, il y a un acrobate en face de nous. Il a dû s'envoyer un pétard d'enfer. Waouh!